Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus ici à la Fabrique pour accueillir la conférence sur l'industrie. Allez-y, messieurs, dames. La conférence sur l'industrie de la Fabrique de la Cité, qui est donc un think tank que vous connaissez, qui est basé à Paris, et qui, après le Creusot, après Saint-Dizier, vient à Béthune pour faire une conférence sur la question de la réindustrialisation et de l'industrie décarbonée. Nous aurons une conférence de très haut niveau. Quelques petits changements dans le programme que vous connaissez dû au mouvement social aujourd'hui, c'est que certaines personnes qui devaient être en présentiel vont être en distanciel, notamment M. Weltz, qui va nous parler depuis son domicile. Nous avons aussi notre directrice générale, Céline Acharian, qui sera à la Fabrique de la Cité, puisque ce matin tôt, elle a essayé de venir nous rejoindre et elle n'a pas pu partir avec le train. Et nous aurons aussi Thomas Gébin, qui sera en distanciel. Pour le reste, tous nos intervenants sont présents. Et nous attendons encore quelques conférenciers, mais nous allons commencer. Et pour commencer cette journée, qui s'annonce donc riche, nous avons en introduction, et nous avons l'honneur d'accueillir M. Gacker, chez lui, à Béthune, maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, qui va nous présenter son territoire et nous parler d'industrie. Et ensuite, nous passerons la parole à Céline Acharian, qui est donc notre directrice générale de la Fabrique de la Cité. Tout de suite, j'appelle M. Gacker, qui va venir prendre place pour introduire cette conférence. Merci à vous. Bien, donc merci à Arabelle et merci à la Fabrique de la Cité d'avoir choisi Béthune pour pouvoir humblement donc contribuer aux réflexions sur l'industrie de notre beau pays. Et donc je vous salue toutes et tous en vos titres et grades, qualité, bref, bienvenue ici à Béthune. Alors vous êtes à la Fabrique. La Fabrique, c'était le siège de la Chambre de commerce. Et vous voyez que la réorganisation du pays avait fait qu'à un moment donné, le manque de moyens, etc., la Chambre de commerce, pas absente, s'était réorganisée et avait laissé ce beau bâtiment vide. Nous avons donc profité de cette occasion pour créer ici un tiers-lieu qui permet donc de discuter, de refaire un peu le monde, mais aussi on a un lieu d'accueil pour les entreprises, on a un cluster des territoires intelligents donc sur l'innovation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler de l'histoire de nos territoires. Et on en parlait à l'instant, quand vous rentrez dans ce beau hall d'accueil, vous avez une belle carte qui est sur le mur, qui a été peinte au moment de la reconstruction de ce bâtiment et qui expliquait l'organisation économique du territoire, notamment artisanale et agricole. Et je pense que c'est intéressant de le savoir. Sinon, Béthune, c'est connu, je vous parlerai un peu plus du territoire après, pour le bourreau. Le bourreau de Béthune, alors il y a le catcheur que vous avez peut-être connu dans les 50-60. Mais il y avait une guillotine à Béthune. Et les derniers qui ont été guillotinés ici, je pense que c'était les frères Paulet. La Brigade du Tigre, ça vous parle? Voilà, c'était le moment où il y avait tous ces incivilités, bien plus ces crimes dans les campagnes rurales. On a eu à vivre ça ici. Et donc la famille Paulet, c'est des frères qui ont été condamnés ici. Donc c'était le bourreau de Béthune. Mais plus largement, Béthune, c'est une histoire mise en récit de l'époque médiévale jusque donc à l'affranchissement pour arriver à la liberté communale et donc à l'autonomie. On a eu tout un passé et un développement économique autour de l'agricole, bien sûr, l'agriculture, mais aussi après l'industrie, renforcée bien sûr par des moyens de communication. C'est, comme vous le savez, l'arrivée pour nous du rail et puis après, bien sûr, la voie d'eau, puisque Béthune a été premier port intérieur au début du siècle précédent, notamment parce que nous avons transporté le minerai, le fameux charbon. On n'a pas de puits de charbon sous nos pieds ici à Béthune, mais tout autour, il n'y a que ça. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je pense que Yann parlera des vestiges de cette exploitation minière, puisque aujourd'hui, on a une opportunité à l'intérieur de ces 100 000 km de galeries qui restent. C'est le fameux grisou, le gaz de mine, ce gaz de récupération, qui pourrait être, et qui est pour nous, une opportunité d'autonomie énergétique. En tout cas, voilà, bienvenue ici à Béthune. Et puis, Béthune, plus largement, sur son territoire. On appelle ça donc la Cabalère, la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Artois-Lys, Romanne. Coq-Chanekcha, comme on dit chez nous en patois, c'est tout simplement le regroupement de 3 intercommunalités en 2017. Aujourd'hui, c'est 100 communes, dont 62 de moins de 2000 habitants, qui sont réunies aujourd'hui pour coopérer, notamment pour le développement économique. C'est un territoire très jeune, 39% de la population a moins de 30 ans. Donc avec un bassin d'emploi intéressant à exploiter. C'est 55 formations dans le domaine industriel. On discute actuellement avec l'université pour pouvoir éventuellement obtenir
ce titre d'ingénieur pour la rentrée de septembre 2023. Donc on a une université avec 4 laboratoires présents, plus un certain nombre de pôles de ressources sur le territoire que vous allez donc évoquer tout à l'heure. Donc c'est un territoire qui est très marqué par la ruralité, mais aussi par l'industrie. 25% à peu près de nos emplois, 12 500 emplois industriels sur le territoire, avec des pépites et des champions. Donc on a à peu près 42 zones d'activité, dont certaines qui sont extrêmement bien développées. Et on a vu une mutation de cette industrie à travers des filières existantes qui se développent, la plasturgie par exemple, le BTP, filière d'excellence. Je pourrais vous parler aussi des écomatériaux, mais aussi avec l'écomobilité. On a l'arrivée de la Gigafactory à Douvrin, qui est une promesse de redéploiement de l'industrie, en tout cas qui est une filière nouvelle. Et c'est le renouveau aussi de la filière automobile en tant que telle, au moment où s'ouvrent les portes du salon à Paris, et où on en a parlé grandement dans les journaux encore ce matin. Oui, nous sommes pas peu fiers pour dire que nous allons pouvoir, nous, amener l'énergie dans ces véhicules du futur, et on va même en construire une partie, puisqu'on fait de la plasturgie beaucoup ici, j'en ai parlé à l'instant. Donc des zones d'activité importantes, et d'ailleurs je vais en profiter pour saluer André, puisque la Gigafactory est au CISIAF, et son président est là. Il pourra en parler très largement, mais ce sont donc des dynamiques aujourd'hui qui arrivent sur le territoire, et des écosystèmes qui se parlent de plus en plus, pas que liés à l'activité ou à l'emplacement géographique, même si on voit que ces zones d'activité, elles fonctionnent beaucoup entre elles. Je pense à Rui, par exemple, où j'ai le représentant de Corning qui est là, qui est la dernière entreprise américaine qui a annoncé son implantation à l'été sur ce secteur. C'est 73 entreprises industrielles, 3500 emplois. Ça crée déjà un gros village. Quand je vous expliquais qu'on a 62 communes de moins de 2000 habitants, on voit que ce genre d'activité économique et regroupement économique, ça crée carrément un écosystème, presque un bassin de vie. Donc voilà, vous aurez compris, un territoire polycentrique, Béthune, 25 000 habitants sur 280 000 au total, c'est moins 10%, donc il n'y a pas de capital, je veux dire, ville-centre, capital administrative, évidemment, et surtout on essaie de travailler par bassin de vie. Je vous ai parlé des champions, ils sont là, ils apparaissent, alors mon Dieu, il n'y a pas tout le monde, je voudrais froisser personne, mais on a un vrai savoir-faire sur le territoire, c'est ça ce qu'il faut retenir, et qu'à l'ère de la désindustrialisation, nous avons résisté, parce qu'on s'est mis sur des niches, parce qu'on s'est repensé, parce que les process ont évolué, parce qu'on cherche à être plus compétitif, notamment, on le verra sur l'aspect énergétique. Et donc, on a quand même des sacrées pépites sur des domaines assez variés, mais vous aurez compris et vous retrouvez la place de la plasturgie ou de l'automobile en tant que telle dont je parlais tout à l'heure. La chimie aussi. Je vous parlais donc de ces dynamiques de transition. On l'a vécu et on en parle peut-être un peu plus avec le choc industriel de Bridgestone. Bridgestone, ça a été en septembre 2020 l'annonce médiatique, j'allais dire, de cette époque-là. Je traduirai les choses en disant que l'industrie est morte, vive l'industrie. Finalement, on a vu une industrie qui s'est terminée et on a une nouvelle qui apparaît. Et qu'est-ce qui apparaît aujourd'hui de plus en plus? Ce qu'on a vécu, d'ailleurs, à Bridgestone, on l'a vécu à Iceberg il y a quelques années, en 2006, c'est-à-dire un monosite, monoactivité, mono-entreprise, à finalement un parc d'activités en mutation, notamment sur l'écologie industrielle. Et à Iceberg, on est à 1100 emplois, je crois, en 2006, au moment de l'annonce de la délocalisation d'une partie de la production en Belgique. On est tombé à 600, on est revenu à 1100 aujourd'hui avec 4 belles entreprises et une 5e qui devrait arriver, hollandaise. Et là, sur Bridgestone, on est reparti aussi dans cette dynamique-là en tant que telle, puisque sur le site qui fait un peu plus de 30 hectares, 32 hectares de mémoire, vous allez avoir, non plus un propriétaire unique, mais on a un logisticien qui est arrivé pour reprendre le site en main. Et donc, on va réindustrialiser le site avec une première activité qui est aujourd'hui implantée qui s'appelle Blackstar. Blackstar, ils font du pneu. Ça tombe bien, on sait en faire un peu chez nous. Et l'objectif, c'est de faire 1 200 000 unités à l'horizon de 3-4 ans. Et donc, le principe, c'est de refaire du pneu reconditionné, réchappé. On sait faire et bien faire. Essayer de sortir du premium à moins 30%. Avec un site français, des investisseurs français et un groupe français qui est derrière, notamment au niveau de la distribution, mais aussi de la récupération. Et ça prend tout l'enjeu aujourd'hui de cette économie circulaire. Donc écologie industrielle, mais surtout économie circulaire. Pourquoi? Si je reprends Blackstar, sur 100 pneus qui vont être récupérés et amenés sur le site, 30 vont être échappés. Qu'est-ce qu'on fait des 70 qui restent? De l'énergie, par exemple.
Voilà, donc on est vraiment dans cette logique aujourd'hui de limiter l'empreinte carbone, de réutiliser en fait au maximum la matière plutôt que de la recréer. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on réfléchit. Et à côté de ce site-là, sans faire d'annonce officielle, mais très probablement, on est bien avancé, on pourra annoncer une autre activité en fin d'année, j'espère, qui sera l'arrivée d'une activité de recyclage chimique, mais aussi mécanique, du plastique. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces logiques aujourd'hui d'écologie industrielle et de boucles vertueuses. Voilà, mais je pourrais vous parler aussi de Bridgestone dans son axe reconversion des employés. 864 employés au départ, je ne parle pas des emplois indirects. Ça, c'était au démarrage. Il y a eu donc tout un travail de requalification, de reconversion pour ces employés. On a aujourd'hui un site qui se réindustrialise. Et dans le territoire, nous avons surtout revitalisé, nous, collectivement, j'entends, l'État, la région, mais aussi les acteurs. On a revitalisé le territoire. Comment ? En le rendant surtout visible, parce que je peux vous dire que les pépites étaient déjà là, sauf qu'elles n'étaient peut-être pas vues de l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé quand en septembre 2020, on nous a dit « bon, Bridgestone va fermer ». Bon, on a pris le choc et on était parti dans un cycle médiatique du Béthune bashing. On s'est dit « waouh, comment on va se redresser tout cela ?» Première chose, donc, on se tourne vers ceux qui ont un peu d'ingénierie et on demande donc à l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion du territoire, si on peut avoir un peu de crédit pour quoi faire le tour des entreprises existantes. 165 sites qui ont été sondés, 1 sur 2 avait des projets. Projets de développement des activités, modernisation de l'outil de production, voire de changement d'activité, et donc avec des portefeuilles clients et commandes garnis, ce qui était pour nous la très bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle, étant labellisé territoire d'industrie, nous, depuis 2018, on a profité d'un certain nombre de dispositifs, comme notamment rebond industriel, pour, dans le cas de France 2030, aller chercher des crédits. On a aidé nos industriels à monter des dossiers. Et c'est un tiers des aides de la région qui sont arrivées fléchées sur notre territoire. Pas parce qu'on a dit on va aider le territoire de Béthune-Bourret, Artulis-Roman, parce qu'il y a eu Bridgestone, mais parce qu'on avait des industriels qui avaient des projets à maturité et qu'on a pu aider en termes d'ingénierie à monter les dossiers rapidement. Tout ça a permis de recréer des dynamiques, de développer aussi l'innovation sur le territoire. On n'avait pas de parc d'innovation, on a un parc d'innovation aujourd'hui. On a l'arrivée, on a la deuxième maintenant classe, si je puis dire, en tout cas, deuxième génération de porteurs de projets sur ce qu'on appelle REV 3, c'est-à-dire la dynamique régionale donc, de troisième révolution industrielle. Et donc tout cela nous a permis également d'attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. J'ai parlé de Corning, d'ailleurs j'aurais dû dire d'Esotec, parce que les Belges ont annoncé un peu plus tardivement leur arrivée. Donc on a un certain nombre d'entreprises qui sont arrivées sur le territoire et qui aujourd'hui illustrent le rebond industriel tel que possible. Ceci étant, on a quand même un bon nombre d'enjeux. Tout n'est pas gagné, c'est jamais gagné. Bien évidemment, d'abord, c'est le défi des ressources. Quand on fait de l'industrie, il faut de l'énergie. À bon prix décarboné, c'est l'objectif. Ça tombe bien, on a la capacité sur le territoire, on a du potentiel à mettre en avant. Et les entreprises du territoire, actuellement, réfléchissent, et l'industrie du territoire réfléchissent actuellement à des solutions pour décarboner. Je pense qu'Apérin pourra en parler tout à l'heure, son représentant. Donc pour nous, c'est très important d'aller vers cela. C'est la gestion en eau potable. Ça, on l'oublie. Mais on nous a proposé, il n'y a pas longtemps, une saumonnerie. Vu le nombre de milliers de mètres cubes par jour qu'il faut, entre 2 et 3 000 mètres cubes par jour d'eau, vous réfléchissez à 2 fois avant d'accepter ce type d'activité, bien évidemment. Donc l'eau est une ressource qui va être aussi importante. Bien évidemment, le bassin d'emploi et la qualification, c'est un enjeu pour nous de fournir de la quantité et de la qualité. Et en termes de compétences, les nouveaux métiers à faire revenir. Vous avez vu sur le slide de tout à l'heure Safilin. Safilin, c'est une entreprise qui redéveloppe, et on la voit partout en ce moment en France, c'est génial pour nous, redéveloppe l'activité du lin et textile finalement sur la France. Sauf que quand ils reviennent en France, il faut former des gens. Et qui les forme ? Et aujourd'hui, donc, on met en place des formations sur mesure et surtout, on a fait venir des Polonais pour reformer des Français. Vous voyez comme quoi, finalement, et ça sera mon mot de conclusion, rien ne se perd, tout se transforme, c'est la grande formule, mais je crois surtout qu'on vit des cycles économiques et sociaux. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans les habitants, sans les acteurs, et il n'y a pas d'acteurs sans les entreprises, il faut qu'on vive. C'est notre économie de marché. On avait expliqué à une époque, et heureusement on a vaincu le fascisme, et Béthune a payé son tribut aussi dans la guerre. Puis après, il y a eu ce grand combat idéologique
où en 89, avec la tombée du mur de Berlin, on a dit c'est fini, il n'y aura plus la pression communiste, qui était un autre mode de pensée et de vie. Et on nous a expliqué que la globalisation, la mondialisation allait tout régler. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, si la coopération le permet, peut-être, les dérives actuelles de la financiarisation n'ont pas permis. Et on revient à un mode finalement plus d'autarcie. On revoit un peu les pyramires d'intervention. Et si l'économie de marché n'est pas remise en cause, en tout cas, la globalisation, elle l'est. Et ça repose la question de la souveraineté et de l'autonomie, finalement, de nos pays. Et puis, ce partage de la richesse, on est toujours à ce niveau-là. Donc, même si on accorde des grands groupes mondiaux, se pose quand même la question aussi des valeurs portées notamment par nos jeunes, sur l'homo economicus, sur la propriété privée, sur l'usage, la fonctionnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes sont en train de rentrer dans ces entreprises qui avaient un modèle capitalistique. Ils sont en train de modifier et moderniser, je ne sais pas, changer en tout cas, l'esprit qu'on traduit poliment par la RSE. Alors nous, on va appeler ça la RST, la responsabilité sociétale du territoire. En tout cas, voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire ici collectivement. Un challenge avec un modèle résilient de rebond, se remettre dans un cycle vertueux, donner des perspectives et de l'espoir à des gens tiraillés entre la fin du monde et la fin du mois. Voilà, je pense qu'il peut y avoir, sans aller jusqu'à l'utopie, un peu d'enthousiasme, et c'est ce qu'on essaye de porter collectivement ici et humblement. Voilà, et donc il faut des leaders qui soient politiques, mais surtout des entrepreneurs aussi qui puissent porter des nouvelles idées, mettre la technologie au service finalement de l'humanité, et puis de faire en sorte qu'il y ait encore ce chemin du progrès social. Je crois que c'est ce qu'a fait la grandeur de la France, c'est ce qu'on peut encore faire, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on va faire certainement tous ensemble. Donc merci de vous intéresser à ce territoire, et on apprendra certainement beaucoup aussi de vos expériences partagées. Merci, bienvenue. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc nous allons poursuivre maintenant en écoutant à distance Céline Acharian, directrice générale de la Fabrique de la Cité. J'espère que la technique va fonctionner. Oui, voilà. Ok, bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier Gaquière, merci de nous accueillir chez vous. Alors je dis accueillir, mais malgré 3 tentatives pour vous rejoindre, hier soir plus tard et ce matin très tôt. Une partie de l'équipe et moi avons échoué. Je suis vraiment désolée de devoir faire ce discours à distance parce qu'en fait on se faisait vraiment une fête à la Fabrique de la Cité d'avoir pu maintenir contre vent des marées, contre grève et pénurie de carburant ce rendez-vous qu'on s'était donné ensemble ici à Béthune. Et en ça, je crois qu'on avait plus de chance que la finale des rallyes 2022 qui, si je ne me trompe pas, elle a dû être annulée. Grève et pénurie de carburant, en fait, ces signaux des temps mettent en exergue, s'il y en avait besoin, les problématiques d'infrastructure et de desserte des villes moyennes, mais aussi, évidemment, la dépendance à l'énergie dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui, et à laquelle, d'ailleurs, dans le territoire de Béthune, vous cherchez et vous trouvez des solutions. En quoi on est déjà dans le sujet, en fait, et le fait que nous ne soyons pas avec vous est déjà une partie du sujet que vous allez travailler aujourd'hui. En regard d'une problématique très économique, en fait, je voulais vous offrir initialement une parenthèse un peu poétique dictée par la rentrée littéraire, qui met Béthune au premier plan avec le trésorier payeur de Yannick Enel. Évidemment, je vais vous faire grâce de la lecture à distance, mais je retiens néanmoins que l'auteur a trouvé son inspiration en résidence à la banque en 2015-2016, je crois, dans cette succursale de la Banque de France qui, de friche urbaine, est devenue lieu de culture. La démarche et le lieu témoignent de l'intérêt que vous avez accordé à la dimension culturelle dans le travail sur l'identité de votre territoire. Vous parliez tout à l'heure de ces raccourcis qu'on fait avec le bourreau de Béthune. On avait pu mesurer déjà dans la rentrée littéraire que cette quête active de sens, collective et multiforme, en fait, si importante aussi pour le rebond des territoires, vous l'avez installée dans plein de lieux différents à Béthune et ça force notre admiration. C'est également ce qui se passe, si je me trompe pas, à distance. Là, je vois que vous êtes très nombreux dans le lieu énergique et ouvert que vous occupez là, qui a le même nom que nous. La fabrique s'installe donc aujourd'hui. La fabrique de la Cité s'installe donc à la fabrique de Béthune aujourd'hui. Et il y a bien sûr comme une forme de gémellité entre nos projets respectifs. Comme toutes les fabriques,
on propose où on se propose d'être des lieux où on combine, c'est l'étymologie qui veut ça, savoir-faire artisanal et ingéniosité, c'est-à-dire connaissance intime du matériau d'un côté, du terrain, et puis astuce et créativité de l'autre. Et il me semble que c'est aussi ce dont vous venez de donner l'exemple à de nombreuses reprises il y a quelques minutes. C'est évidemment pas tout ce qu'on partage avec la fabrique, parce que ce lieu où on invente le territoire, vous le portez directement dans des actions que vous engagez. Ici, à la fabrique de la Cité, nous observons à gauche et à droite ces rebonds, ces sursauts donnés dans les territoires. Et c'est évidemment aussi un horizon pour la fabrique de la Cité de devenir un cluster du territoire intelligent, comme je crois vous avez donné normalement le nom à la fabrique que vous occupez aujourd'hui. L'avenir nous dira si nous, à la fabrique de la Cité, nous saurons être à la hauteur et être aussi un cluster du territoire intelligent. Modestement, nous mettons surtout les expériences les unes en face des autres pour essayer d'en tirer des sources d'inspiration. Parce que la fabrique de la Cité, juste pour rappeler en quelques mots, a pour mission de réunir les personnes les mieux informées, les universitaires, les acteurs, les élus, les industriels, informés de l'état actuel des villes, de leurs besoins, de leurs atouts propres, afin de réfléchir collectivement à leur avenir possible, au plus près du terrain, pour trouver ensemble des solutions aux problématiques que rencontrent les villes. C'est impensif de dire que les villes sont en transition, vous l'avez bien démontré il y a quelques instants, elles le sont toutes contraintes et forcées. La redéfinition de leur rôle est en cours, de leurs interactions, de leur position dans le maillage territorial, de leur relation à la ruralité. Ces redéfinitions font émerger de nouvelles dynamiques et de nouvelles polarités, et c'est particulièrement le cas pour les villes moyennes, auxquelles nous accordons à la fabrique de la Cité une attention particulière depuis quelques années. Les villes moyennes sont celles dans lesquelles s'inventent les propositions innovantes, des formes nouvelles de résilience et d'adaptation. Vous venez d'en faire la démonstration magistrale, Monsieur Gacker. Et notamment, c'est le cas en matière de réindustrialisation. Vous confirmez bien que, par les propos que vous venez de tenir, que nous avons bien choisi notre lieu d'accueil aujourd'hui. Nous sommes à Béthune après avoir fait escale au Creusot, puis à Saint-Dizier. Et c'est donc à Béthune que nous tentons de clore aujourd'hui un cycle de réflexion sur cette réindustrialisation plus que jamais sous contrainte. Parce qu'elle doit en effet être peu énergivore, voire il est encore mieux qu'elle soit productrice d'énergie. Elle doit être peu consommatrice de foncier, voire il serait bon qu'elle soit à l'origine d'une revalorisation des sols. Aujourd'hui, nous venons voir sur site quelles transitions ont été opérées sous votre impulsion et dans ce bassin de vie aussi riche passé industriel. Nous vous remercions donc vraiment beaucoup de l'accueil que vous nous avez réservé, des portes que vous nous avez tous ouvertes pour cet atelier territorial, des portes que je ne pourrais pas franchir physiquement aujourd'hui et j'en suis très très frustrée. Mais voilà, nous vous promettons en retour le fruit de nos travaux, humblement. Voilà tout ce que je peux dire ici, pareil à vous Béthune. Encore un grand merci à tous d'être si nombreux aujourd'hui. Merci Céline. Je pense que vous allez continuer à nous regarder à distance. Donc là, maintenant, on va passer à la phase principale, on va dire, de notre matinée, qui est la conférence proprement dite, qui s'appelle « Comment construire une industrie à faible émission de carbone ». Donc je vais demander à Elsa Charon, qui est la modératrice de cette table ronde, de me rejoindre et qui va vous présenter à la fois le contenu ou la problématique de cette table ronde et les différents intervenants qui ont accepté de venir discuter, dialoguer, réfléchir avec nous. Donc Elsa, à toi la parole. Alors bonjour à tous. Donc on va débuter cette conférence qui est un peu perturbée avec, comme l'a dit Arabelle, les petits mouvements sociaux. Alors, l'idée, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que Olivier Gacker l'a très bien présenté, on va s'intéresser aux enjeux de désindustrialisation et réindustrialisation, des enjeux que connaissent bien Béthune.
Et d'une part, on va s'intéresser aux impacts que ça a généré sur les territoires et plus globalement au niveau national, et également sur la réindustrialisation, comment réindustrialiser un territoire comme Béthune, et sous quel prisme. Et là, sur ce sujet, on va vraiment s'intéresser aux enjeux de décarbonation, tout en exploitant la question des ressources locales. Comment on décarbone en s'appuyant sur les ressources locales. Donc l'idée de cette conférence, c'est vraiment de s'inspirer du territoire de Béthune et des leviers qu'elle a sur le territoire. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que je voudrais qu'on donne la parole aux conférenciers. Je vous donne juste 2-3 éléments sur le déroulé. L'idée, c'est de le faire en 2 sessions pour que vraiment le public puisse participer. Une première session vraiment sur la trajectoire de Béthune face à la désindustrialisation et la réindustrialisation, suivie d'une petite période de 1/4 d'heure de questions-réponses, et une deuxième session sur vraiment la décarbonation de l'industrie en s'appuyant sur les ressources locales. Donc, je vais appeler sur scène Yann Fouan, qui est directeur de Gazonor, Aurélien Buteri, chef de projet sur la décarbonation des process à Aperam, Yannick Vissouz, directeur adjoint en charge de l'économie, et Francis Kopp, directeur d'Uboventech. Avant de commencer la conférence, là aussi, il devait être sur place, on souhaite avoir une introduction de Pierre Welz, donc, qui est professeur émérite à ParisTech.HEC et spécialiste des questions d'industrie, et voilà, qui va nous introduire cette conférence à la fois sous l'angle des investissements en termes d'industrie au niveau de la France. Il fera bien évidemment un zoom sur le territoire de la Cabalère, et il donnera quelques éléments sur la mutation au niveau européen, national et au niveau des Hauts-de-France, la mutation du secteur industriel aux enjeux de la décarbonation. Bon, j'aurais préféré bien sûr être parmi vous physiquement, mais c'était difficile aujourd'hui, plutôt même impossible pour moi. Voilà, mais on s'adapte aux circonstances. Donc je vais faire une introduction brève, sans pouvoir passer mes slides de moi-même, donc je ne sais pas qui va les passer pour moi. J'ai prévu quelques images et en particulier quelques cartes pour parler, comme ça vient d'être dit, situer un petit peu le contexte national, international et celui aussi de cette belle région des Hauts-de-France qui nous accueille aujourd'hui. Alors, je commence par quelques éléments tout à fait factuels que vous connaissez certainement. Est-ce qu'on peut avoir la première slide, c'est ça? Donc, tout le monde a vécu, après la crise financière de 2008-2009, une décennie particulièrement dure pour l'industrie française, une grande vague de désindustrialisation, de destruction d'emplois. Et puis, on a vu au début, à la fin de la décennie, juste avant le Covid, la situation se renversait en partie, puisqu'on a commencé à ce moment-là, ce sont des données Trendéo que vous avez là, on a commencé à créer plus d'usines, à ouvrir plus d'usines qu'on en fermait. Pourtant, ces usines ouvertes étaient en général plus petites, plus automatisées que les usines qui fermaient. Alors, le point important, c'est que on a vu ça émerger à la fin de la décennie, mais en réalité, il faut se défaire de l'idée que la désindustrialisation serait une espèce de vague homogène comme ça, hein, que les emplois industriels disparaîtraient comme un glacier qui fond. En réalité, dès le lendemain de la crise financière, on a vu un processus de recomposition, un processus de restructuration très important avec évidemment des destructions massives, c'est la carte avec les points rouges, où toute la France est concernée, mais aussi, y compris dans cette période la plus noire, des créations d'emplois importantes dans un certain nombre de communes. C'était une carte de Laurent Davzy très intéressante parce qu'elle montre que justement il y a ce processus de recomposition, de réorganisation. Et vous voyez aussi sur la carte de droite, alors quand on le regarde à la commune, on voit que
les communes, il y a des communes qui continuent à créer des emplois industriels, mais elles sont plutôt quand même dans la périphérie des zones métropolitaines. Alors, slide suivante, quelle est la place des villes moyennes dans tout ça? Alors, bon, les villes moyennes, c'est à peu près un tiers de la population. Ça dépend de la façon dont on fait les découpages, évidemment. Là, on parle de volume d'emploi. Et puis, c'est de l'ordre de 40-45% de l'emploi industriel. Donc, elles sont plus industrielles que la moyenne du pays. Ça se comprend, puisque dans les métropoles, on sait, il y a moins d'industrie directement. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que cette place des villes moyennes est très différente, très différenciée. Hein. Il y a des dynamiques extraordinairement variées. Il y a des villes moyennes qui vont très très bien, il y en a d'autres qui vont très très mal, et il y a toute la gamme des situations. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, je viens de le dire, on l'a vu sur la carte de Laurent Davzy, quand même les couronnes métropolitaines, ça s'est renforcé dans la dernière période, sont celles qui ont connu la croissance la plus importante, quand il y a eu de la croissance. Une étude montre que 60% des emplois industriels créés de 2016 à 2019 l'ont été dans les grandes couronnes métropolitaines. Voilà. Et puis le troisième aspect, je n'ai pas le temps de le développer, mais il est très important, c'est qu'on voit que ces dynamiques sont souvent groupées. Enfin, c'est-à-dire il y a des états de clusters où les villes moyennes fonctionnent en réseau, et parfois c'est tout le réseau qui va bien, tout le réseau qui va moins bien. La question intéressante, évidemment, c'est pourquoi certaines de ces villes moyennes vont bien alors que d'autres vont mal. Alors je cite cette étude qui est, à mon avis, tout à fait fascinante. Il a été menée par l'École des Mines et l'Université de Nanterre, où ils ont pris, alors je crois que c'est plutôt les territoires d'industrie qu'ils ont pris, ils ont pris les territoires où il y a de l'industrie en France, et ils ont essayé de comprendre pourquoi certains allaient bien, d'autres allaient mal. Et donc on fait ce que savent faire les économistes, on met en place des grandes moulinettes économétriques où on garde les différents paramètres, etc. Et le résultat intéressant de cette étude, c'est qu'on ne voit rien, ou à peu près rien. La taille n'est pas très explicative. Ce qui fait que le critère ville moyenne est peut-être à relativiser. Même le secteur, on se dit des endroits où il y a une dynamique sectorielle, qui sont sur une dynamique sectorielle forte, vont se sentir mieux. C'est même pas vrai. Et le résultat, alors moi je l'interprète, mais je suis pas le seul, en disant, au fond, aujourd'hui, ce qui est en commande dans la dynamique industrielle, ce sont plus des facteurs sociaux, politico-historiques, hein, plus que les facteurs classiques de l'économie traditionnelle. Et ça, c'est très. Les études qualitatives le montrent. Ce qui est important au fond, et je pense que ça, c'est un message qui va résonner fort chez vous, c'est la qualité de la gouvernance. C'est tout à fait évident. Hein, quand la gouvernance politique et publique et privée, je dirais, est défaillante, eh bien, en général, ça aide pas le dynamisme du territoire. C'est le leadership, c'est extrêmement important. Et puis, c'est la capacité de projet collectif. Moi, je dis souvent, c'est pas les projets qui font, c'est pas les territoires qui font les projets, c'est les projets qui font les territoires. Alors, je continue. Je pense, alors si on se projette un peu vers l'avenir, en élargissant aussi l'échelle de réflexion, je pense qu'on est au seuil d'une mutation très importante des facteurs discriminants dans les localisations industrielles. Au fond, j'ai mis quatre critères. Le coût du travail, bon, hier, c'était tout à fait déterminant. Plus on va aller vers des systèmes automatisés, très capitalistiques, moins cette question du coût du travail va être différenciante. Par exemple, au niveau international, c'est clair que on voit bien que l'automatisation, si vous prenez des secteurs même aujourd'hui comme l'habillement, le fait qu'on commence à savoir faire de l'habillement, de la production de l'habillement, eh bien, ça va faire consommation d'énergie. Alors, il faut distinguer les deux. Bon, aujourd'hui, tout le monde est dans l'angoisse un peu de cette épée de Damoclès de l'explosion des coûts de l'énergie qui pourrait vraiment nous mener dans une situation difficile, vraiment difficile dans les mois qui viennent. Mais il ne faut pas oublier qu'à terme, c'est quand même aussi la question de l'accès à l'énergie décarbonée qui va être discriminante.
On le voit bien, par exemple, dans les industries très, très intensives en énergie, par exemple, pensez aux nouvelles implantations de production d'acier, par exemple, dans les zones arctiques ou des choses comme ça. Et puis, troisième élément qui va être totalement discriminant aussi, c'est l'accès à des ressources qualifiées. Quand je dis ressources, je pense services et main-d'œuvre. Il y a encore la plupart des Français vivent encore sur l'idée que l'industrie est un secteur de basse qualification. C'est totalement faux. Ça va être de plus en plus un secteur de moyenne et de haute qualification, et c'est ça qui va être discriminant. Et puis le contexte et la gouvernance, je l'ai déjà dit. Et donc, au total, ça va nous faire une carte de la géographie industrielle qui peut être profondément différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que tous ces mouvements sont globalement posent problème, en fait. Ils sont défavorables, en fait, aux pays pauvres et émergents qui, dans la mondialisation, sont en train de perdre leurs avantages concurrentiels. Et qu'au fond, on pourrait avoir à terme 3 géographies qui vont se superposer alors qu'elles se confondaient un petit peu. Des secteurs très énergivores qui vont aller vers des périphéries riches en énergie décarbonée. Bon, j'ai cité le cas des nouvelles usines à réduction directe, hydrogène, dans l'Arctique, etc. Bon, ça va être quand même une nouvelle géographie. Les biens et les services courants, où c'est la proximité des marchés qui va jouer avec une forme de relocalisation, et puis la frontière technologique, et où là, ce sont les aires métropolitaitaines qui vont gagner. Alors, je termine par quelques mots sur Béthune et le bassin minier, sur lequel je travaille par ailleurs, comme le sait Monsieur le maire. Je pense que c'est un secteur qui a des atouts considérables. Voilà, alors ça c'est la carte des émissions carbonées. Vous voyez que la région nord est une région qui a beaucoup d'émissions carbonées, mais en particulier avec une part de l'industrie qui est importante. C'est vrai aussi pour PACA, c'est moins vrai pour l'Île-de-France, par exemple. Bon, alors ça, ce sont des cartes aussi de Trendéo. Vous voyez qu'il y a une concentration logistique tout à fait importante, mais ça, je ne vous l'apprends pas, il suffit de se balader dans votre région pour le voir. On voit bien qu'il y a un hub, il y a au fond 2 grands hubs logistiques qui sont en train d'émerger en France, autour de la région lyonnaise, de la vallée du Rhône, et autour de la région Hauts-de-Seine. Et puis la carte suivante, les investissements industriels, vous voyez que là aussi, alors évidemment, les nouvelles usines de batteries comptent là-dedans, mais pas seulement. On voit qu'il y a quand même une tendance assez remarquable de croissance de l'industrie. Alors, les atouts, la slide suivante. Les atouts, à mon avis, de la région, ils sont quoi? D'abord, c'est la géographie. Je vais présenter pour finir la carte qui montrera qu'on est vraiment sur une zone géographique très porteuse. C'est la disponibilité de foncier, en particulier à condition évidemment qu'on soit capable de mobiliser. On parlerait sans doute du ZAN et de tout ça, mais bon, c'est un sujet absolument majeur, parce que si on n'a pas de foncier, je ne sais pas comment on fait. La proximité des métropoles, ça je crois que c'est extrêmement important, pour des tas de raisons. Alors je sais que souvent les villes moyennes ont tendance à se définir contre les métropoles, mais en l'occurrence, le fait d'être proche de Lille et aussi proche de Paris est, je pense, un atout extrêmement important. Par exemple, pour l'accès à des services spécialisés, pour la localisation de la résidence des cadres, etc. Voilà. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est les grandes couronnes des métropoles qui sont quand même aujourd'hui porteuses, avec 2 questions cruciales, fondamentales, mais là je vous apprends rien. La formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on bascule d'une industrie qui était faiblement qualifiée à une industrie fortement qualifiée. Ça, c'est quand même le sujet, à mon avis, fondamental. Et puis aussi la question de la capacité de coopération et de projet des collectivités d'accueil. Là, je crois que dans le bassin minier, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens, mais c'est absolument fondamental, quoi. Il faut que les élus, je pense, l'ont compris, mais il faut que ça passe vraiment dans les mœurs, que le fait de travailler ensemble, et non plus dans la concurrence, même si on peut être tenté par la concurrence, va être un atout absolument considérable. Je termine par les dernières cartes. J'en aurai fini. Alors, celle-là, je vais la passer, c'est la carte des implantations de projets d'usines de batterie en Europe. Vous voyez que c'est quand même... bon, vous connaissez ça. Une carte sur la suivante, c'est une carte sur l'Allemagne, où on voit qu'il y a un basculement assez spectaculaire qui est en train de se faire du centre de gravité de l'industrie automobile qui était dans le sud de l'Allemagne
dans le sud riche de l'Allemagne vers les régions plus pauvres, mais néanmoins très, très dotées en bonne qualification de l'Allemagne de l'Est, qui devient vraiment le pôle de l'électromobilité. Et je termine par les deux dernières cartes, la suivante. Voilà. Alors là, vous voyez, ça c'est très très intéressant, je trouve, c'est sur la période récente, c'est l'emploi. Vous voyez comment, où pousse l'emploi industriel aujourd'hui en Europe. Alors il manque la Suisse et la Grande-Bretagne, pour les raisons que vous comprenez, et les Balkans. Mais les Balkans sont aussi une zone de création d'emplois industriels forte. Vous voyez qu'en France, ils s'en recréent un petit peu partout, mais les gagnants, c'est quand même la façade Est, et c'est surtout ce pôle Nord-Est qui en fait est bien accroché au centre de gravité de la nouvelle Europe industrielle qui est en train de se créer, qui est plus vers le nord de l'Allemagne, vers les anciens pays dits de l'Est, les Balkans, la Turquie serait aussi à mettre là-dedans. En fait, dernière slide, ça c'est une image ça c'est les investissements. Alors, avant c'était les emplois, ça c'est les investissements tels qu'ils ont été recensés par toujours le cabinet Trendéo. Alors en bleu, vous voyez, moi je vois rien, mais je les connais par cœur. Je crois qu'il y a une grande zone bleue, ça c'est les projets d'énergie, notamment éolienne en mer du Nord. Je crois que la France n'a pas encore vraiment compris l'ampleur de ce mouvement, même si on commence à s'y mettre aussi. Et puis vous voyez cette géographie, alors cette fois-ci on a la Suisse et les Balkans, où on a la France de l'intérieur, on va dire, quand même relativement atone, il se crée des choses, mais pas grand-chose, un dynamisme sur la partie ouest, et surtout le nord Pas-de-Calais, comme je continue à dire, la Picardie aussi, qui s'accroche à cette dynamique très très forte de l'Europe, on va dire, septentrionale et centrale. Voilà, j'en ai terminé et j'espère avoir tenu à peu près le temps. Un grand merci, Pierre. On peut l'applaudir. Et vous avez quasi tenu dans les temps. Donc, un grand bravo. Malgré mon téléphone qui a sonné au mauvais moment. C'est pas grave, c'est une petite pause. Après cette introduction sur le plan national, même s'il y a eu quelques zooms sur Béthune, je vous propose qu'on réatterrisse au niveau local avec des intervenants du coup 100% du territoire, même si je crois que Thomas Gébin ne pouvait pas venir, qui était un chercheur, enfin qu'il est toujours mais qui ne peut pas venir. Et je vais passer la parole à Yannick Vissous, donc directeur général adjoint en charge de l'économie. Alors, peut-être qu'on ne va pas réagir plus que ça sur la question de la désindustrialisation et réindustrialisation, puisque M. Gacquard en a beaucoup parlé, sauf si vous voulez compléter un peu. Mais moi, j'aimerais aussi que vous réagissiez par rapport à ce que dit Pierre Vels, notamment sur la question des atouts qu'il recense pour l'industrialisation, et comment vous vous situez aussi par rapport à ces dynamiques à la fois européennes, françaises. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, on a un paysage qui a été très bien planté donc, par Pierre Vels. Et effectivement, on ne peut que confirmer les éléments qu'il pointe en matière, d'une part, de phénomènes de rebond industriel qui se dessinent à l'échelle tant française qu'européenne. Les facteurs qu'il a identifiés, effectivement, on peut les confirmer. Enfin, Pierre Vels et notre président Olivier Gacquard ont parlé notamment plusieurs fois de coopération, et à l'évidence, c'est un moteur essentiel. J'ajouterai le facteur de confiance collective, et ça a été le moteur ici du rebond industriel face aux défis qu'a représenté la fermeture de Bridgestone, parce qu'en fait, ce qui aurait pu être effectivement un symbole de désindustrialisation est aujourd'hui plutôt un signal, il faut toujours être prudent, effectivement, de reconquête industrielle, qui est une dynamique qui se développe à l'échelle de la France et de l'Europe, qui est évidemment un sujet de préoccupation au quotidien. Et ici, effectivement, on peut mesurer ce qui a été identifié comme facteur clé. Donc, la question des ressources humaines, évidemment, qui est la clé de tout, la compétence des femmes et des hommes. Et ici, le rebond, il s'est d'abord fondé sur le travail mené en confiance et en soutien aux salariés de Bridgestone qui ont été les premiers moteurs de cette dynamique de reconquête. Comme disait M. Gacquard tout à l'heure, la première reconquête industrielle du site de Bridgestone, c'est de refaire des produits
comparables en qualité, mais à partir de matières recyclées et avec les savoir-faire des gens qui y travaillent depuis des années. Et ça, je crois que c'est le principal symbole du fait que les compétences du territoire, les savoir-faire sont au cœur de ce rebond. Évidemment, ces compétences, c'est le défi collectif donc de toutes les branches professionnelles aujourd'hui. Et effectivement, on essaie d'y répondre, alors sans solution miracle, puisque c'est un défi très important, mais là aussi, on travaille avec les acteurs. À côté de moi, Francis Kopp fait partie des nombreux industriels du territoire très impliqués et qui ont, par exemple, généré la création d'une école de production avec un collectif d'entrepreneurs accompagnés par la collectivité et les autres administrations pour apporter des réponses concrètes à ce défi des compétences. Donc ce défi des compétences, il se joue à tous les niveaux, sur toutes les filières, et particulièrement sur l'aspect industriel, où évidemment il y a une accélération considérable des mutations. Et les autres défis sont les ressources qui ont été évoquées, donc le foncier, qui est une denrée rare, de plus en plus rare, avec les nouvelles règles d'utilisation des sols et qui nous obligent à repenser aussi les modèles de développement, à repenser aussi l'implantation des entreprises sous l'alimentation d'écosystèmes industriels qui génèrent leur propre dynamique. Et puis les ressources, c'était évoqué en filigrane de cette table ronde et dès l'introduction sur la question de l'énergie, de l'eau que M. Gaccard a évoqué, qui est une denrée précieuse et là aussi qui est un véritable défi, et puis aussi de traiter la matière de la meilleure manière qui soit, notamment en la recyclant. Donc effectivement, je ne peux que confirmer ces grands facteurs qui sont à la clé de l'action et des résultats qu'on peut obtenir collectivement. Je vous remercie. Du coup, on va faire réagir M. Kopp sur ce sujet. Donc, moi, vous m'aviez dit en entretien que vous étiez vraiment aussi attaché à ce territoire, notamment pour l'écosystème qu'il y avait. Vous pouvez nous en dire deux mots et qu'est-ce qui fait en fait que vous êtes là quand même depuis un certain temps et implanté sur ce territoire? Alors tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Alors pour répondre à votre question, je dirais qu'à l'origine l'implantation de l'entreprise s'est faite sur je dirais une envie et une volonté. L'envie entre un industriel qui cherchait un endroit où s'implanter et l'envie d'un territoire de l'accueillir. Et cette envie est aujourd'hui encore extrêmement présente, avec un travail et une collaboration, un dialogue très régulier avec la collectivité, et je pense que c'est général, et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les industriels, d'avoir en face d'eux une collectivité avec qui parler. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'implication, il est vrai que l'on se rend compte que nous avons ici, sur le secteur, à mon humble avis, un certain nombre d'avantages. Alors là, je le dis peut-être aussi par rapport à nos métiers de l'entreprise Moventech, à savoir l'électronique de puissance, les moteurs électriques et également la partie mécanique. Donc nous avons en fait un environnement universitaire très intéressant. Je ne citerai que le LS2E. Nous avons des entreprises telles que le CREPIM et le CRIT, avec qui nous pouvons également collaborer assez fortement. Et qu'on va voir cet après-midi. Très bien. et également des lycées, voilà. Et c'est vrai ce qui a été souligné, et c'est pour ça que également la collectivité s'engage et les industriels aussi. Il y a quand même une désaffection au niveau de l'industrie. Par rapport et une énorme difficulté pour les recrutements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et là, il faut agir en fait. On ne peut pas seulement attendre que ça se passe. Et d'ailleurs, tous les acteurs, maintenant que ce soit localement ou un peu plus large par rapport à des syndicats professionnels ou autres, tout le monde s'engage dans ce domaine-là, qui est important parce qu'effectivement, l'usine, telle qu'on l'a connue il y a 100 ans, franchement, ça a beaucoup changé. C'est plus du tout pareil. Des métiers simples, il en existe, je ne vais pas dire
plus, mais il en existe quasiment plus. Donc c'est des métiers à moyenne et haute compétence, effectivement, et qui sont nécessaires. Et pour cela, il y a besoin d'avoir les formations adéquates en face. Et c'est ce qui manque de plus en plus cruellement et qui peut, si on ne fait rien, nous créer des problèmes dans nos développements futurs. Voilà. Et Monsieur Buteri, donc vous êtes chef de projet sur la décarbonation des process à Aperam. Est-ce que vous voulez réagir sur ce que dit Monsieur Kopp, parce que vous êtes là depuis 100 ans quand même, hein, sur le territoire. Moi, non. Ah, pas vous, non. Exact, je précise, en effet. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours sur ce territoire? Pourquoi vous êtes, pas vous, mais Aperam n'est pas encore parti? Et peut-être aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer, parce que bon, j'imagine quand même que le territoire ne peut pas combler toutes vos attentes, l'attente d'Aperam. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là, merci pour l'invitation déjà. Moi je vais parler sidérurgie, donc c'est un peu une vieille dame hein, quand même, la sidérurgie, et en plus qui a donc son image, qui a su évoluer, qui évolue encore, qui évolue beaucoup. C'est un peu la reine d'Angleterre qui malgré son âge, savait utiliser la visio, Internet, et était plutôt agile et capable de faire beaucoup de choses. La sidérurgie, c'est un peu ça. Et pourquoi on est présent sur la Cabalère et sur le territoire? Historiquement, c'était quand même très lié à l'industrie du charbon, à l'industrie de la chaux aussi. Hein. On a la chance d'avoir en Belgique deux gros producteurs de chaux encore à une échelle mondiale, l'Oast et Carmeuse. Le site d'Isberg est un petit peu différent car moins dépendant aujourd'hui et complètement même indépendant de cette fourniture-là quasiment, excepté pour la chaux. Il y a vraiment une histoire de la sidérurgie en local, liée aussi à son implantation, je dirais, centrale dans l'Europe, capable d'avoir accès à des minerais de fer à une distance raisonnable par rapport à sa localisation, donc plutôt en provenance du nord de l'Europe ou des Balkans. Il y a une position centrale aussi en lien avec le client final, puisque le site d'Aperam sur Isberg, lui, ne produit pas des aciers carbone, mais produit des aciers inoxydables. Aperam ne produit que des aciers inoxydables. C'est une spin-off d'ArcelorMittal. On est sorti d'Arcelor il y a 11 ans pour avoir notre fonctionnement propre. Et on est centré sur ces aciers-là à plutôt haute valeur ajoutée, sur des alliages à haute valeur ajoutée. Et donc on a des marchés qui sont vraiment européens, à proximité, je dirais, à l'échelle de la taille du monde, à proximité des Hauts-de-France. On a aussi un point très important, c'est la filière de recyclage des ferrailles, puisque à Aperam, contrairement à ArcelorMittal, on a tendance à mettre la sidérurgie dans le même panier. On a des process très très différents et on est en avance de phase par rapport à eux. Quand on parle de décarbonation, on a déjà plus de hauts fourneaux, nous, en Europe. Donc on est sur des filières 100% électriques, et qui dit filière 100% électrique dit besoin de ferraille. Et donc on utilise déjà des fours à arc électrique qui vont refondre cette ferraille pour ensuite repartir en filière de production des aciers inox. Donc il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui encore, ces sites-là qui ont évolué, qui ont fort évolué et qui ont surtout accumulé un savoir et un savoir-faire très important, sont toujours présents, et notamment parce que au cours des 20-25 dernières années, il y a eu des investissements et des restructurations importantes sur le site. Monsieur le maire mentionnait en 2006 la crise et le départ de l'acierie vers la Belgique, donc la fermeture de l'acierie sur le site d'Isberg. Le choix a été fait déjà à l'époque de partir sur une revalorisation de cet outil-là, parce qu'on ne désinvestit pas des outils de cette dimension-là facilement, et surtout, on essaye de les optimiser malgré tout et redynamiser le territoire. Et donc, cet outil-là, aujourd'hui, s'appelle Recyco, et sert à retraiter des poussières qui viennent de nos procédés sidérurgiques, des poussières qui contiennent des métaux et qui contiennent notamment des éléments d'alliage d'importance, de valeur, comme le nickel, comme le chrome, comme le manganèse. Et donc ces mêmes fours sont aujourd'hui utilisés pour transformer, réduire ces oxydes et les transformer en ferro-alliages qui repartent dans nos sites et dans nos procédés, plutôt que de s'approvisionner sur des éléments d'alliage qui viendraient de l'autre bout de la Terre. Donc on a déjà cet aspect circulaire, et aujourd'hui, plus que nos poussières, on intègre aussi dans cet outil-là, on intègre des intrants riches en métaux qui viennent
d'un peu partout et qui peuvent répondre à cette filière pyrométallurgique. Et enfin, surtout en termes d'investissement, et pour montrer le dynamisme, c'est que le site d'Isberg possède, et donc Aperam possède sur ce site-là, la seule ligne européenne de ce type-là, qui est une ligne tout intégrée de production d'acier inoxydable, une tôlerie, qui est unique en Europe, voire unique dans le monde encore, même si tout le monde se met en ordre de bataille côté asiatique, qui est capable de produire avec une capacité inégalée, puisqu'en l'espace de 30 minutes, on passe d'un produit laminé à chaud à un produit fini, là où sur un site industriel classique, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc Merci, une capacité de production assez importante. Je suis obligée de vous couper parce qu'on a une bonne nouvelle. Alors, cette conférence est vraiment pleine de surprises. Finalement, on a notre chercheur qui a pu se connecter. Alors, on va faire un petit retour en arrière et justement, on va retourner sur... Alors, vous parliez justement de l'importance que vous avez au site par rapport aux infrastructures, aux minerais, et vous plutôt sur l'ancrage local et sur la question de l'accompagnement de la collectivité. Et Monsieur Gjebin, lui, va revenir sur le coût de la désindustrialisation des territoires, et notamment sur le coût d'un site comme Bridgestone. Je vous laisse la parole, Monsieur Gjebin. Merci beaucoup pour l'invitation et désolé de ne pas être parmi vous ce matin. Donc, ce qui me semble très intéressant quand on s'intéresse au site de Bridgestone, c'est justement d'essayer de comparer ce qui semble se passer à Béthune par rapport à ce qu'on a pu observer dans d'autres épisodes de désindustrialisation. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on pouvait craindre suite à la fermeture du site de Bridgestone il y a 2 ans, c'est qu'on retrouve le cercle vicieux des plans sociaux. Alors c'est quoi ce cercle vicieux en 2 mots, vous le connaissez tous, c'est le fait que lorsque vous avez un plan social d'une ampleur entre 800 et 1000 personnes, ça a des conséquences en chaîne, c'est-à-dire que vous avez ensuite une dégradation de tout l'emploi dans le bassin, notamment les emplois des sous-traitants qui sont menacés, les emplois des services autour qui sont menacés. Et donc, il y a de plus en plus d'études qui justement, en essayant de regarder ce qui s'est passé dans les plans sociaux passés, qui montrent vraiment la déflagration qui peut être occasionnée par ce type de plan social. C'est ce qui s'est passé en France, et c'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, dans des pays comme l'Allemagne, où on observe qu'il y a eu une baisse continue de l'emploi là où il y a eu des plans sociaux d'envergure. Donc si on prend juste à titre de comparaison les 2 autres exemples emblématiques de fermeture d'usines de pneumatiques, on voit que par exemple les reconversions à la fois de Continental, Clairoy et de Goodyear Amiens Nord ont été beaucoup plus difficiles que ce qui semble se profiler à Béthune. Juste deux éléments sur ça. Quand on regarde par exemple Continental Clairoy ou Amiens Nord, donc Continental ça a fermé en 2010 et Goodyear à Amiens Nord ça a fermé en 2014. Ce qui différencie par rapport à Bridgestone, c'est d'une part que le site, dans les 2 cas antérieurs, les sites ont mis beaucoup plus de temps à être reconvertis. C'est-à-dire par exemple dans le cas de Continental, il a fallu près de 7 ans pour que le site commence à être reconverti. Et dans le cas de Goodyear, il a fallu la reconversion n'a commencé qu'en 2022. Quand on regarde maintenant ce que sont devenus les salariés de ces 2 usines, il y avait des chiffres par exemple en 2014, donc 4 ans après la fermeture du site de Continental, il y avait seulement 1/4 des agents de production qui avaient retrouvé un emploi et moins de la moitié des ouvriers. Et on retrouvait aussi, quand on regardait un peu, on voyait qu'il y avait une augmentation aussi significative du nombre de divorces, une augmentation significative du nombre de suicides. Donc ça, ce qui a été assez bien documenté à la suite des plans sociaux, c'est le type de conséquences assez désastreuses qu'on observe. Et dans le cas de Goodyear Amiens Nord, on avait aussi des chiffres sur l'emploi qui étaient assez mauvais, et c'est-à-dire que là aussi en 2017, donc plusieurs années après la fermeture du site, il y avait toujours plus de 700 salariés sur les 1100 du départ qui étaient au chômage ou en formation. Donc ça c'est un peu le tableau noir de la désindustrialisation des plans sociaux avec des conséquences sur les territoires. Et donc maintenant ce qui me semble très intéressant, c'est de comprendre pourquoi
À l'inverse, dans le cas de Béthune, on semble partir sur des rails beaucoup plus positifs et que la reconversion semble commencer à réussir. Et il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui font que c'est un peu un cas d'école de comment réindustrialiser le territoire. D'une part, il y a une forte mobilisation, il me semble, et une forte concertation de tous les acteurs, soit les élus locaux, l'État, la région. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vos intervenants pourront en parler. Il y a aussi ce qui me semble très intéressant dans le cadre de ce territoire, c'est une forme de planification des sources d'énergie, de l'eau. Un des exemples qui me semble le plus parlant, et ce qui pourrait être presque un modèle à l'échelle nationale, c'est comment il semble que dans ce territoire, les élus locaux planifient les besoins en eau du territoire. Donc, notamment, ce qui est un exemple emblématique, il me semble, c'était ce projet d'implantation d'une industrie agroalimentaire qui était trop gourmand, qui a été refusé parce qu'il était trop gourmand en eau potable. Donc, il y a cette idée de planification qui me semble très importante et très intéressante dans le cas de Béthune. Et autre élément qui est aussi un peu un cas d'école, c'est comment dans ce territoire, les élus et les acteurs ont réussi à créer et structurer un écosystème autour de deux axes majeurs, l'économie circulaire et la mobilité électrique. Donc ça permet de profiter d'effets de réseau, et surtout il y a eu une création de multiples passerelles entre le monde de la recherche et le monde industriel. Donc ça permet notamment de tirer profit, je ne sais pas si vous allez en parler, de la Gigafactory de batteries. Il y a eu des investissements de Renault en matière électrique près de Béthune. Il y a plusieurs labos de recherche qui ont été créés autour de l'environnement et de l'efficacité énergétique, un projet d'une création d'une école d'ingénieurs dans la transition électrique. Donc tout ça, c'est un peu pour moi très intéressant parce que c'est vraiment le type de cas d'école où il y a plusieurs éléments qui sont réunis pour permettre un redémarrage de la zone. Avec aussi une importance de l'accompagnement, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être que... C'est parfait. Restez en ligne, hein. J'espère que ça va marcher pour la prochaine session. Monsieur Fouan, je pense qu'on peut facilement rebondir sur ce que dit Monsieur Gébine. Du coup, vous êtes aussi un cas un peu de renaissance, du coup, parce que voilà, alors Monsieur Gaccard en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc d'un territoire minier, et voilà, vous engagez une reconversion des ressources du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette activité et voilà, et comment quel est votre plan de développement sur le territoire? Alors, bonjour à tous, Yann Fouan, je suis le directeur des projets à la Française de l'énergie et de sa filiale Gazonor. Alors, en deux mots, ce qui définirait le plus facilement notre activité, c'est la production d'énergie verte en circuit court. Et il y a une bonne nouvelle, notamment pour la Cabalère, c'est qu'il y en a, et on a du potentiel, et on a du potentiel non négligeable. On en parlait encore avec Yannick il y a pas longtemps, mais il suffit de gratter un petit peu pour s'apercevoir que de l'énergie, on va savoir en trouver, et on va savoir en trouver de la verte et de la locale. Notre positionnement, c'est donc essayer de valoriser au mieux ce qu'on va trouver sur les territoires. On parle du classique photovoltaïque, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde comprend l'intérêt du photovoltaïque aujourd'hui. Au passage, on a installé en Lorraine le plus grand champ photovoltaïque de 2021, qui a remporté l'appel d'offres Creux 2021. Alors au passage, on travaille sur deux territoires essentiellement, le bassin minier des Hauts-de-France et le bassin minier lorrain. Et sachant que le bassin minier des Hauts-de-France traverse la frontière et va jusqu'à à peu près Charleroi. Donc c'est un petit peu nos territoires de prédilection. On a également des options de solaire thermique. Alors le solaire thermique, c'est un peu moins connu, mais c'est ce qui consiste à venir chauffer un liquide. Chauffer, ça ressemble à s'y méprendre à des panneaux photovoltaïques, mais chauffer un liquide qui va être transporté à destination d'un réseau de chaleur ou d'un industriel qui serait à proximité. On en voit beaucoup dans les malteries. Là encore, on a réussi en Lorraine, sur la commune de Creuswald, à mettre en service le plus grand champ solaire thermique adossé à un réseau de chaleur. Du soleil, il y en a dans le Grand Est, on en a autant dans les Hauts-de-France, donc c'est des énergies sur lesquelles on regarde les possibilités de valorisation au niveau local.
On a racheté en début d'année une société qui s'appelle Cryopure. Cryopure, sa spécialité, c'est de valoriser les fumées de cheminées d'industriels. On parle d'Aperam, on parle de tous les industriels potentiels de la région, avec une particularité, c'est de réussir à capter le CO2, de liquéfier le CO2, d'en faire du bio-CO2 pour un usage industriel, voire alimentaire. Donc, pour information, le CO2 que vous avez dans votre Coca-Cola ou dans votre bière, potentiellement pourrait être développé localement par les solutions apportées par Cryopure. Et donc, la plus célèbre, celle que tout le monde attend, le gaz de mine. Donc, on est exploitant du gaz de mine. Le gaz de mine, c'est quoi? C'est du grisou, c'est du méthane pur contenu dans les charbons et qui continue à s'accumuler dans les anciennes galeries minières. 110 000 km de galeries minières ont été creusées rien que sur la partie des Hauts-de-France. Donc, c'est 2,5 fois le tour du monde. Je rappelle qu'à côté, les Égyptiens, c'est des petits joueurs en termes de grandeur. Alors c'est sous nos pieds, ça se voit moins, mais c'est 300 ans d'activité, 300 ans de creusage. On en voit en surface les terris, on en voit aussi quelques désagréments, notamment des ennoyages, des affaissements. Mais bon, tout ce gaz est sous nos pieds, et la genèse de Gazonor était d'abord d'un point de vue sécurité, d'aller éviter ces émissions de gaz, d'aller éviter des gaz qui viennent s'accumuler dans les points bas, qui viennent s'accumuler dans les nappes phréatiques ou dans les fondations, et avec le risque que ça représente. Vous le savez que le grisou, donc essentiellement constitué de méthane, est excessivement dangereux, explosif, c'est ce qui tuait les mineurs dans le passé. L'idée de l'État, au moment de la création de Gazonor, c'était d'éviter de canaliser tout ce flux de gaz qui allait continuer à s'accumuler une fois que l'industrie minière s'était arrêtée. Qu'est-ce qu'on en fait de ce gaz? On en fait de l'électricité, on en fait de la chaleur. On va parler, je pense, du projet de Béthune. Et on en injecte aussi une grande partie sur les réseaux, notamment chez GRT. Pour vous donner des ordres de grandeur, sur le simple puits d'Avion, la fosse 7 bis de Liévin, c'est 6 à 9 000 normomètres cubeurs qu'on injecte en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la production de 40 unités de biométa, puisqu'une unité de biométa fait à peu près 250 normomètres cubes d'injectés. Voilà, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. C'est 9 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été certifiés sur le bassin. Et notre travail, que ce soit avec les communautés, avec les industriels ou les communes, c'est d'essayer de trouver des moyens de valorisation intelligente de cette énergie fatale qui part aux petits oiseaux si on ne la capte pas. Et ce que vous me disiez justement, c'est que c'était un gaz qui avait priorité à être desservi le territoire avant les réseaux nationaux. Oui, voilà. Alors aux grandes dames de la métropole lilloise qui aimeraient qu'on leur tire des canalisations pour venir drainer le bassin minier, ça n'arrivera pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de valoriser encore une fois en circuit court des énergies pour un bassin en carence énergétique et sociale, et bien sûr à des prix, si on peut, défiant toute concurrence. Oui, c'est ce qui m'avait marqué pendant notre entretien, c'est que vous disiez que c'était un patrimoine qui était avant tout au territoire et qui devait après, vraiment servir au territoire. L'idée, c'est encore une fois, on a du potentiel, que ce soit sur le gaz de mine et sur le reste. On a des clients, on a du besoin au niveau du bassin minier, donc pourquoi aller chercher plus loin, quoi. Je vais laisser 5 minutes, parce qu'on a pris du retard en introduction. C'est pas nous en plus, nous on a été vraiment très sages. Peut-être pour faire réagir le public par rapport à ce qui a été dit, ou même les intervenants par rapport entre eux. Voilà, s'il y a quelques questions. Écoutez, merci pour l'analyse d'ailleurs, parce que je me rends compte que c'est visible de l'extérieur, ce qui a été mis en place collectivement. Je retiens 2-3 choses. La première, la notion finalement de coopération, et notamment de coopération supraterritoriale. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est celui du désenclavement. Pierre Weiss parlait de l'intérêt d'être en proximité de Lille ou de Paris. On en est convaincu. Ceci étant, aujourd'hui, les liaisons, elles ne sont pas décarbonées, elles ne sont pas forcément faciles. Et aujourd'hui, même s'il évoquait la possibilité pour des cadres lillois de venir travailler sur notre territoire, c'est pas évident. Et la stratégie pour nous, c'est qu'ils restent quand même habités un petit peu comme sur le territoire, pour que le pouvoir d'achat soit vraiment bien aussi circulaire en tant que tel. Mais en tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, on a des modèles complémentaires de développement. Les métropoles ont des modèles mondialisés. Voilà, c'est l'Europe des grandes métropoles. Donc très clairement, en plus situé ici géographiquement au carrefour de l'Europe, Lille, c'est exactement son envol, sa trajectoire.
avec d'autres problématiques, bien sûr, que sont ces modèles mondialisés, et puis des complémentarités avec nous, qui sommes des territoires, alors on dit périphériques, moi je ne parle pas forcément de victimisation, mais en tout cas avec une économie plutôt du bien-être, complémentaire. Donc la coopération supraterritoriale est importante. Mais elle demande donc des infrastructures et bien sûr du désenclavement en tant que tel. Pour le reste, sur la valorisation de nos ressources, et les facteurs qui ont été exprimés par, là aussi, Pierre Weiss, je crois que c'est important dans la conscience. C'est que ce qui était vu comme une faiblesse hier, c'est un atout pour nous demain. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de choisir aussi demain quel type d'entreprise on veut implanter. Aujourd'hui, on a été à la course à la bonification. On a mis beaucoup d'argent pour attirer des entreprises. Demain, il faudra aider les entreprises à rester sur le territoire. Et on n'ira pas par la subvention exceptionnelle, mais on pourra y aller qu'en leur donnant accès à des énergies aujourd'hui en bonne quantité et en bonne qualité et avec des prix maîtrisés, en fait. Voilà. Donc, je pense que tout ce qui a été exprimé, on en est parfaitement conscient. Il y a un retournement du marché. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fin d'introduction. Je crois que enfin, on sort de la France low cost pour revenir à une France du juste prix. Voilà. Je vais peut-être poser une question à Monsieur Buteri. Donc, vous avez parlé de votre entreprise. Est-ce que pour vous, la transition est un levier pour revaloriser aussi votre image ? Alors l'image, oui. L'image de la sidérurgie, c'est un vaste débat. En plus, j'ai mentionné rapidement, on souffre... entre guillemets, encore de la comparaison et du fait qu'on est assimilé à ArcelorMittal. On n'a pas les mêmes procédés. Eux parlent en millions de tonnes de CO2. Nous, on parle en milliers de tonnes de CO2. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais on souffre de ça. Et on a besoin aussi de changer l'image très minérale de nos sites industriels. Je pense qu'on parle beaucoup d'énergie. Moi, c'est mon travail au quotidien d'essayer de substituer ces énergies fossiles par d'autres types d'énergie, l'électricité verte, le biométhane, le méthane de synthèse, tous ces gaz alternatifs. L'hydrogène en fait partie aussi. Mais je pense que l'industrie a besoin d'énergie, les salariés ont besoin de plus. L'énergie, ça ne leur parle pas forcément. Ils ont besoin de parler de manière plus inclusive. Vous parliez à l'instant de l'économie du bien-être. Je pense que la notion de biodiversité, les thématiques, nos sites ont besoin de changer pour se réinventer, pas que autour de l'énergie, mais pour attirer les gens aussi, d'être plus inclusifs dans la gouvernance et dans des choix qui peuvent paraître non importants pour un industriel, mais qui sont essentiels pour les salariés sur la qualité de vie sur les sites. Et donc, je pense que si on doit changer quelque chose dans l'image, c'est ce travail-là. C'est ça, c'est d'être plus inclusif, moins minéral, d'être laisser la part à l'innovation et au fait que les salariés peuvent faire des choses autour de thématiques qui ne sont pas forcément technologiques, mais qui peuvent être plus en lien avec la biodiversité, avec la qualité de vie, avec le bien-être au travail. Sur Isberg, je pourrais en parler peut-être après, sinon je vais me faire couper parce que je parle trop. Bon, sur Isberg, on a attaqué ce type de projet-là pour essayer d'avoir une vue à 360 de toutes les thématiques et pas seulement les thématiques technologiques et énergie. Peut-être une dernière question, puis après on passera à la deuxième partie. Si Thomas est toujours en ligne, est-ce qu'il peut nous dire si la planification de la reconstruction industrielle est possible ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Oui, elle est possible, mais alors c'est une vaste question, mais je pense que c'est au niveau justement de la planification des infrastructures d'énergie électrique que la planification aujourd'hui, notamment au niveau. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la planification au niveau territorial, mais si on pense à la planification étatique, c'est bien les grandes infrastructures électriques. C'est ça que l'État peut planifier, quoi. Puisque je pense que les acteurs demandent une certaine stabilité, que ce soit sur la fiscalité, demandent des incitations, par exemple, pour améliorer les formations, tout ce genre de choses. Mais là où l'État peut vraiment agir, il me semble, c'est vraiment sur la planification énergétique et sur la planification tous les réseaux électriques. Oui, ce que je voulais dire en tant qu'ancien élu de Béthune et de la Cabalère,
c'est que une reconversion industrielle, on en a eu à la fin de la fermeture des mines. Et que la situation aujourd'hui est complètement différente. À la fois, le contexte institutionnel n'est pas le même. On était dans un pays ultra centralisé. Et que finalement, on a subi, je veux dire, la désindustrialisation. Et on a simplement saisi des opportunités pour combler des trous. Et on n'avait pas de vision qui était une vision à long terme. Et on n'avait pas non plus de force au niveau local pour pouvoir accompagner, je veux dire, cette révolution industrielle. Parce que tout simplement, on n'avait que des communes, il n'y avait pas de région. Il n'y avait pas de région, et puis il n'y avait pas non plus d'intercommunalité. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte différent. Si effectivement, donc, on peut réussir, je veux dire, ces reconversions industrielles aujourd'hui, c'est parce que déjà on a des visions donc à long terme, c'est-à-dire qu'on ne subit pas, mais qu'on anticipe, compte tenu des enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux climatiques, économiques, sociaux. Et puis également, c'est qu'on a aujourd'hui donc des outils. Notamment la décentralisation qui a permis donc aux régions donc d'intervenir, aux intercommunalités de se substituer donc aux communes sur le développement économique. Et je crois que c'est aussi cela qui fait donc la force justement donc de ce territoire pour pouvoir donc innover. Mais il faudrait encore plus, je pense, de décentralisation, de moins intrants de l'État et de donner donc aux pouvoirs locaux les moyens de pouvoir donc investir et mener donc les transitions. On va passer à la deuxième session et réagir justement sur les questions qu'on s'est dit. Moi, je voudrais m'adresser encore, il est toujours là, à Thomas Gébin, parce qu'on parle de transition, de décarbonation, mais il se trouve que vous êtes spécialiste dans la macroéconomie et la finance, et j'aimerais savoir un petit peu combien ça va coûter tout ça, comment on va le financer, parce que est-ce que c'est vraiment un surcoût et comment les entreprises, comme les territoires, que ce soit centralisé ou non, comment on va, parce que les sous c'est quand même important. Oui, il y a deux niveaux, il me semble, dans votre question, pour faire rapidement. Il y a le moyen long terme. Comment est-ce que la transition écologique, c'est une opportunité ou un coût? Et ça, il y a un débat parmi les économistes avec une différence de vision. En gros, la Commission de Bruxelles considère que c'est une opportunité, que ça va générer des investissements, donc de l'emploi. Ça, c'est une vision plutôt optimiste de la transition. Et puis, vous avez une autre vision qui est plus celle, par exemple, de l'administration américaine, l'administration Biden, qui considère la transition énergétique comme un coût. Et donc, quand vous avez un coût, l'objectif, c'est de réduire ce coût, comme disent les économistes, essayer de lisser ce coût sur le long terme. Et donc, ce qui va faire que, par exemple, l'administration américaine va recommander d'extraire plus de pétrole, justement, ce qui peut paraître contradictoire avec la transition écologique, mais justement parce que l'idée, c'est qu'il faut maintenir une acceptation sociale de la transition écologique, qu'il n'y ait pas de mouvement de révolte contre cette transition écologique, et pour cela, il faut que les énergies fossiles ne soient pas trop coûteuses. Donc ça, c'est un peu le débat à moyen-long terme. À court terme, il y a une autre question qui se pose et qui est majeure. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'espoirs qui renaissent dans certains territoires. Ce qu'il faut à tout prix éviter, et c'est un peu l'enjeu au niveau national et européen, c'est une nouvelle vague de désindustrialisation. C'est-à-dire que la crise énergétique qu'on connaît actuellement conduise à des fermetures d'usines, en sachant qu'il y a des écarts de compétitivité assez importants, aussi bien au sud de l'Europe, par exemple en Espagne, où les prix du gaz et de l'électricité sont beaucoup plus faibles, ou en Asie, aux États-Unis. Donc nous, par exemple, on a estimé l'augmentation des coûts de production de l'industrie, donc qui sont variables par secteur, mais on peut avoir en moyenne une augmentation de près de 20% des coûts de production. Donc c'est très important. Et c'est en particulier important dans des secteurs comme par exemple l'automobile, où l'augmentation des coûts serait plus faible, mais comme c'est un secteur où déjà les marges étaient plus faibles que dans d'autres secteurs, un secteur déjà en difficulté, ça pourrait mettre encore plus en difficulté ce secteur. Avec une des problématiques qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la difficulté, en tout cas à court terme, de substituer les sources d'énergie. C'est-à-dire que si on pouvait substituer, en tout cas au niveau macroéconomique facilement, ce serait une excellente nouvelle pour la transition écologique. Le problème, c'est que d'un point de vue industriel, c'est très compliqué de substituer le mixte énergétique. Donc le gaz est indispensable pour l'industrie et c'est très difficile de s'en passer. Il y avait une étude de l'ADEME il y a moins de 2 ans qui évaluait à 18%, donc la part de la consommation de combustible qui pourrait être substituée par des techniques électriques.
Donc en gros, c'est très compliqué de substituer une part importante des process industriels à court terme. Donc voilà, donc ça c'est une inquiétude. Et un des enjeux, comme je l'ai dit, c'est que cette augmentation des coûts de production conduise soit à une baisse de la production, donc, pour réduire ces coûts, et surtout à une nouvelle vague de désindustrialisation. Et là, je vais m'arrêter là juste pour souligner, il y a deux facteurs qui me semblent importants à prendre en compte. C'est d'une part la durée de la crise énergétique, c'est-à-dire que là, on part potentiellement sur une crise énergétique qui pourrait durer jusqu'en 2025. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que, par exemple, changer l'appareil de production pour réduire la dépendance au gaz, ça prend au minimum 2-3 ans. Et donc, par exemple, le délai pour la mise en place d'infrastructures de GNL, on compte en général 3-4 ans. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, on risque au niveau européen d'avoir cette crise énergétique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte où vous avez des écarts de compétitivité très significatifs. C'est-à-dire que juste un chiffre, les prix spot de l'électricité sont presque 2 fois plus faibles en Espagne qu'en France. Alors, donc, je crois qu'Aurélien vient de me faire signe qu'il veut réagir sur ce que vous dites. Est-ce que vous avez des solutions à ce sujet ? Alors, c'est pas tant les solutions, c'est plutôt une remarque de dire que j'adhère à ce qui est dit et je complète en disant qu'il n'y aura pas de solution unique, universelle à la substitution du gaz naturel, par exemple. C'est-à-dire que l'être humain aime bien les solutions simples et uniques et universelles. Il n'y en aura pas. Et donc, il faut qu'on arrive, nous aussi, en tant qu'industriels, à associer, à augmenter notre acceptabilité en termes de complexité process pour mixer les énergies, avoir accès à du gaz de mine, avoir accès à une part d'électrification, avoir accès à une part de biométhane, etc. Et être capable de vivre avec ça, avec un mix local qui va se substituer, lui, au gaz naturel et aux énergies fossiles. Et donc, c'est important. Et ça va nécessiter des métiers aussi pour pouvoir former, d'une part, les industriels à accepter cette complexité et puis à la gérer au quotidien dans les nouveaux outils, parce que les outils, il va falloir les repenser. On n'aura pas ceux qui essayent de nous faire croire que l'hydrogène, par exemple, qui est nécessaire pour certaines industries, sera la solution à tout. C'est pas vrai. Ça ne pourra pas l'être, sinon ça va nous emmener vers d'autres difficultés majeures liées à une surproduction d'hydrogène vert qui nécessite beaucoup d'électricité, etc. Donc il n'y a pas de solution miracle. C'est un peu la douche froide peut-être pour certains, mais par contre, il existe plein de solutions qu'on peut combiner entre elles pour arriver à changer les choses. Je voudrais bien donner la parole à Yann Fouan, parce que vous, j'imagine que vous avez des choses à dire sur ce sujet, que vous êtes très sollicité en ce moment, je n'en doute pas, sur le territoire, parce que justement, vous êtes une des solutions parmi d'autres, mais une des solutions. Et voilà, je vous laisse réagir, mais surtout, je me pose aussi la question de comment vous faites des choix par rapport à ça, parce que vous êtes très sollicité entre secteurs. C'est une question un peu clivante aussi, mais voilà. Juste pour toujours réagir sur les premiers commentaires, on parle de transition énergétique. On ne parle pas de solution miracle qu'on va trouver sortie du chapeau. Je pense qu'on l'aurait déjà trouvé si c'était le cas. Donc il y a cette transition énergétique, tout le monde a entendu le mot, mais les gens ont tendance à oublier qu'il y a l'aspect mouvement là-dedans et qu'en fait on va chercher des solutions temporaires de manière à réduire l'impact carbone qui est une nécessité immédiate, en plus de l'économicité, mais on est tous d'accord que ce n'est pas forcément une solution en soi, ou la solution finale qu'on ne connaît pas malheureusement. Donc en effet, c'est un mix énergétique, c'est un mélange de technologies, c'est une prise en considération des potentiels des territoires qui vont pouvoir nous permettre de mener cette transition énergétique qu'il faut en plus verte, parce que c'est pas tout de trouver des énergies, si elles ne sont pas vertes, ça va pas le faire aujourd'hui. Alors les sollicitations sont importantes, oui, les sollicitations en tant que producteur d'énergie sont importantes. Un phénomène, c'est qu'il y a quelques années, on frappait à notre porte pour l'aspect décarboné du gaz de mine notamment. Puisque c'est une énergie fatale, donc c'est une énergie qui est captée, qui ne part pas aux petits oiseaux, malgré son haut teneur polluant. Aujourd'hui, les industries frappent plus à la porte pour des problèmes économiques et parfois même de survie. On en parlait tout à l'heure
en ligne, mais il y a une réalité qui est bien sûr de verdir l'industrie, mais il y en a une deuxième qui est, s'il n'y a pas d'industrie, on n'aura plus grand-chose à verdir. Donc en effet, il y a ce double sollicitation à notre niveau d'industriels qui ont des difficultés, qui aimeraient essayer de s'en sortir et voir une lueur à la fin du tunnel. En effet, c'est une crise qui s'amorce longue. C'était une crise amorcée, hein, donc des spécialistes vous diront que c'est l'Ukraine qui en est à l'origine. Je ne pense pas, c'était déjà amorcé. Enfin, moi, en tant qu'ancien pétrolier, on l'a vu arriver à partir de 2015, ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est des crises lourdes et qui vont prendre du temps je dirais, on va galérer à s'en sortir, hein, ça c'est clair et net. Et c'est pas une raison pour baisser les bras. Il y a des solutions qui existent. Encore une fois, comment on fait aujourd'hui pour faire le tri ? On fait pas le tri aujourd'hui. On essaye de répondre à tout le monde avec différents clients, avec différents portefeuilles, différentes solutions. Et encore une fois, l'idée c'est de comprendre qu'il n'y a pas une solution miracle. Il n'y a pas aujourd'hui on va pas venir favoriser un industriel par rapport à un autre. La proximité fait que certains auront plus facilement accès à un gaz de mine, d'autres qui ne sont pas à proximité même du bassin, ça va être un peu plus compliqué, mais il y a de l'espoir. Il y a des processus qui se font et il y a des solutions qui existent, mais qui malheureusement mettent un peu de temps à être mises en place. Et peut-être juste pour réagir par rapport à ce que Monsieur le maire disait tout à l'heure, qu'est-ce qui sont les facteurs bloquants par rapport à l'État Alors, pour ce qui est et d'où l'intérêt de la décentralisation, peut-être aussi. Ouais, l'intérêt, on l'attend toujours, je dirais. En ce qui nous concerne, c'est très simple. La décentralisation est un fait. En effet, je vous rejoins dans le fait qu'il faudrait encore aller un peu plus loin. Et il y a un bloqueur, très facile, c'est l'administration. Aujourd'hui, pour pouvoir étendre notre activité, alors je vous rappelle qu'on est propriétaire exclusif du gaz jusqu'en 2042 dans le cadre d'une convention fournie par l'État. Ce même État nous bloque dans nos développements et ce même État nous met des blocages purement administratifs qui peuvent être levés en un claquement de doigts par Monsieur le Préfet notamment. Monsieur le Préfet qu'on sollicite beaucoup avec les politiques locaux pour vraiment lui faire comprendre qu'on est une solution, on n'est pas la solution, mais qu'il faut réussir à désenclaver le système administratif lourd qui nous bloque aujourd'hui. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, il y a moins de contraintes à installer un terminal méthanier qui va consommer du gaz de schiste au Havre que de nous connecter sur un ancien puits de mine qui dégaze du gaz à l'atmosphère. Voilà la réalité, malheureusement. Et c'est ce qu'on déplore entre les grandes annonces et l'application sur les territoires. Malheureusement, il y a des blocages administratifs et bienvenue en France. Je sais que par rapport à ça, on en avait discuté sur l'énergie. Je pense que ça fait tout à fait écho à ce que disaient M. Bittéry et M. Fouan. Vous disiez que la transition énergétique, vous aviez du mal parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas forcément pertinentes avec l'évolution des prix, des technologies. Vous, quels sont les choix que vous avez faits et comment s'y tenir face à ça ? Alors, pour revenir d'abord sur ce qui a été dit en 10 secondes, je pense effectivement que la solution, c'est dans un mix énergétique. On ne pourra jamais mettre en avant une seule énergie, je ne pense pas. Du moins, pas à moyen terme, ce n'est pas possible. Et concernant cela, je dirais, humblement, je pense que je n'ai rien fait d'autre que ce qu'ont fait d'autres industriels, de travailler déjà sur nos besoins énergétiques. Je peux vous donner juste un chiffre, sans rentrer dans les détails de ce qu'on a fait. En 2009, 30 salariés, aujourd'hui 120 salariés. Notre consommation énergétique, alors que notre production a triplé, n'a pas bougé. Ça veut dire que nous travaillons sur toutes les solutions possibles. Que ce soit du LED, que ce soit des changements de process, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, effectivement, nous avons investi il y a quelques années maintenant dans du solaire, qui nous apporte aujourd'hui 30% de notre énergie électrique. Ça, c'est une chose.
Et j'attends avec impatience que les discussions qui ont commencé aussi avec la collectivité et puis Gazonor puissent aboutir, et puis qu'on ait de belles solutions qui puissent s'installer aussi sur la zone industrielle dans laquelle je me trouve, à Ruy. Je pense qu'on a la possibilité de faire quelque chose de très très intéressant, et puis les industriels sont demandeurs, très clairement, ils attendent. Je comprends que M. Font est une star en ce moment. Et peut-être juste par rapport à la crise de l'énergie, là, dans l'immédiat, comment vous allez vous adapter face du coup, au risque de délestage, vraiment dans l'immédiat? Alors, s'adapter au risque de délestage, s'il y en a, je dirais je ne peux pas. Aujourd'hui, notre process, alors juste une parenthèse, c'est simplement pour dire, nous sommes vitrine de l'industrie du futur. Nous avons, je prends juste cet exemple, mais c'est notre process qui est ainsi, nous sommes interconnectés, mais énormément. Pour 120 salariés, nous avons à peu près 300 à 350 systèmes qui tournent. Demain, j'ai un arrêt de fourniture électrique, je suis à l'arrêt dans la demi-heure qui suit. Terminé. Pas de délestage possible. Par contre, travailler effectivement, et ça c'est notre volonté, pour que nous arrivions dans les années qui viennent, et de façon raisonnable, à nous décarboner complètement. Ça c'est clairement un objectif. Et voilà. Et ça c'est important, de continuer à travailler sur notre empreinte énergétique en général. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, et dans la mesure du possible, de le faire dans le cadre, on va dire, du local. Local, quand je dis local, c'est de la région. Essayer, et là, effectivement, c'est sans vouloir remettre une tartine là-dessus, mais effectivement, le gaz de mine est un élément important. C'est aberrant d'aller chercher très loin ce dont on a à disposition en local. Voilà. Et je voudrais faire réagir en 2 mots, parce qu'après je voudrais qu'on laisse parler un peu le public. Vous, Monsieur Vissouz, par rapport à ce que disait aussi Olivier Gacquer, entre justement jouer entre le court et le long terme, justement cette planification énergétique au niveau du territoire. Voilà, quels sont les axes aujourd'hui de stratégie? Mais on joue là, comme dans d'autres domaines, un peu, le rôle du territoire, c'est-à-dire effectivement de donner, d'influencer ou de créer des infrastructures qui permettent de déployer ces solutions énergétiques. Ça fait partie des sujets qui ont été évoqués. C'est aussi la révolution des espaces d'activité, de travailler sur les manières de développer les logiques d'écologie industrielle. Ce qu'on vient de dire sur l'énergie, Francis Kopp, je pense, a un travail assez exemplaire et qui fait école au sein de son parc d'activité. Donc ça, il y a des solutions d'abord individuelles. Les process font partie de l'ADN des entreprises, et elles travaillent pour diminuer leurs dépenses énergétiques ou améliorer leur efficacité énergétique. C'est le premier gisement. Après, effectivement, il peut y avoir des solutions de production d'ENR déjà sur site, collectivement sur le territoire, collectivement au sein des parcs d'activité, des espaces d'activité. Il peut y avoir des synergies aussi entre les entreprises. Donc il peut y avoir aussi des synergies de matière, parce que la matière, quand on la reproduit, elle coûte de l'énergie. Donc après, on peut regarder sur le cycle global. Donc à chacune des échelles, voilà, dans cette idée de mix, il y a le mix de solutions. C'est un mix qui nous oblige à optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, le prisme du territoire est un prisme intéressant, parce qu'il permet de trouver pas mal de solutions. Alors parfois, il faut aller les chercher ailleurs. L'énergie de base, elle est fournie dans une ossature plus large, mais les possibilités locales sont assez innombrables, en fait, quand on s'y intéresse, et ce qu'on essaie de faire, nous, au quotidien, avec les acteurs. Merci beaucoup. Je laisse réagir un peu le public. Vous pouvez réagir. Oui, bonjour, Yves Boutier, élu à Calonne-Ricoire. Donc le sujet du gaz, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que bon, la crise énergétique étant là, si on peut avoir du gaz moins cher, j'avais plusieurs questions à poser à monsieur. Donc, quelles sont les industries qui peuvent bénéficier de ce gaz? Est-ce rentable? Quelles sont les réserves? Et est-ce que ce gaz a la même valeur énergétique, la valeur calorifique que le gaz que l'on utilise actuellement? Et est-ce que ce gaz, si on ne fait rien, est-ce que ce gaz s'échappe dans la nature comme ça
Parce que j'ai entendu dire que bon, si on le laissait, le gaz, il y avait des poches et puis il s'évaporait. Enfin, c'était perdu. Donc, est-ce que j'ai bien compris ou voilà. Merci. Vous avez bien compris. Oui, le gaz de mine s'accumule dans les galeries montent en pression et malheureusement, ce gaz cherche à sortir. Encore une fois, la genèse de Gazonor, c'est d'essayer d'aller capter ce gaz pour éviter qu'il parte à l'atmosphère. Mais malheureusement, les points de captage existants et historiques ne sont pas suffisants. Est-ce qu'il y a du gaz à Calonne-Ricoire ? Probablement. Probablement, vous êtes à l'aplomb du bassin minier. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on puisse aller vérifier s'il y a du gaz. Et ça fait partie des blocages et des autorisations qui nous manquent aujourd'hui pour aller se connecter aux anciens puits ou aux sondages de décompression qui ont été créés par l'État dans les années 2000. 75 puits qui ont été forés un peu partout. Et sondages de décompression, comme leur nom l'indique, avaient pour utilité de laisser partir le gaz à l'atmosphère en cas de montée en pression du sous-sol. Oui, le gaz de mine est polluant, c'est une saleté. Il contient du méthane, 100 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. On s'est amusé à quantifier les émissions de CO2 évitées grâce au captage de ce gaz de mine. Et c'est un chiffre un petit peu effroyable, puisque ça a été fait par l'INERIS il y a 3 ans. On est à 1 million de tonnes de CO2 équivalent par an évité grâce au captage du gaz de mine. Donc en plus d'être une énergie verte locale, avec des tarifs qui permettent TVA à 5,5, fiscalité d'un gaz vert ou d'un gaz de déchets, permettent d'avoir, on va dire, une amplification des projets de réseau de chaleur ou des industriels qui souhaitent en bénéficier. Oui, est-ce qu'à Calonne, il y en a? Je ne sais pas. Est-ce qu'il devrait y en avoir? Oui. Mais encore une fois, on en est au tout début de l'exploration. 9 milliards de mètres cubes de gaz, c'est beaucoup, c'est une grosse quantité. On estime qu'il y en aura beaucoup plus. Malheureusement, il faut qu'on puisse avoir l'opportunité de continuer à le chercher. Et une fois qu'on l'a trouvé, de continuer à le produire. Je vous donne un exemple d'une commune qui s'appelle Rouvigny, qui est dans le 59, où on a eu la possibilité d'aller se connecter sur un ancien sondage. Et Rouvigny, on a trouvé du méthane, donc du grisou, à 94%. Donc c'est quasiment la qualité du gaz naturel qui vous alimente à la maison, et dans des volumes assez stratosphériques, puisque c'est 3 à 4 moteurs qui potentiellement peuvent être installés pendant 20 ans, ne serait-ce que sur ce gisement. Donc on est encore au balbutiement, et malheureusement, on trébuche pour l'instant, faute d'autorisation. Yann Duflo, Vinci Énergie, mais les arguments justement du sous-préfet, c'est quoi exactement? Parce qu'on est quand même dans une démarche en fait qui est essentielle et primordiale. Qu'est-ce que le sous-préfet ou le préfet vous énonce? Alors, le problème, il est politique aujourd'hui. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce qu'on est parti sur 2 heures. Mais en gros, à la fin de l'exploitation du charbonnage de France, il y avait 2 acteurs qui étaient Charbonnage de France et Gaz de France, qui, eux deux, ont fait une GIE, donc se sont associés pour exploiter le gaz de mine et éviter toutes ces émissions et surtout sécuriser le bassin. Lorsque Charbonnage de France a disparu, l'État a proposé à Gaz de France de reprendre cette exploitation tout seul du gaz. Avec un petit détail de l'histoire qui est messieurs, au passage, vous allez prendre la responsabilité de ce qu'on appelle l'après-mine. L'après-mine, c'est quoi? C'est toutes les conséquences de l'exploitation du bassin minier, des 300 ans d'exploitation. C'est-à-dire les galeries qui se fissurent, les ennoyages, les maisons qui s'écroulent, les terris en autocombustion, en gros, tous les désagréments liés aux 300 ans d'activité. Il se trouve qu'il n'y a pas plus tard qu'à l'été 2021, à l'occasion de nos demandes d'accès à des nouveaux sondages et à des nouveaux puits, l'État a voté une loi expliquant que tout concessionnaire actuel ou futur prendra au passage la responsabilité de l'après-mine, chose qu'on refuse catégoriquement, et on en est là malheureusement 2021 bloqué pour des histoires de politique et de pognon, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. En gros, l'État qui cherche à refiler à un privé une responsabilité qui lui incombe.
chose qui est complètement illégale au passage. Mais bon, malheureusement, on est dans une machine de loi, d'ordonnance, de texte de loi. On commence à voir une lumière au bout du tunnel, notamment grâce aux élus et députés locaux, notamment Madame Gacker qui nous aide beaucoup, pour essayer de faire modifier ce texte de loi et bien expliquer que le gaz de mine, c'est une opportunité et qu'il faut essayer de le promouvoir d'un point de vue politique comme nous, d'un point de vue opérationnel au niveau local. Donc aujourd'hui, c'est purement un blocage administratif qui ne nous permet pas de nous développer. Je voulais réagir sur différents points. Le premier, vous parliez du prix de l'énergie, et sur la partie délestage, effectivement, délestage, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a toujours un peu de positif dans du négatif. Le positif, c'est qu'aujourd'hui, on accélère très fortement tous les sujets d'efficience énergétique, parce que le corollaire à tout ce qu'on a dit, à toute transition ou redirection écologique, c'est la sobriété et essayer de consommer le moins d'énergie possible. Moins on en consommera, plus on arrivera à trouver des solutions et diminuer le nombre potentiel de solutions nécessaires. Et donc aujourd'hui, voilà, si on doit trouver un point positif dans la situation rencontrée, encore une fois, il faut que les entreprises survivent, hein, sinon il n'y a plus besoin de faire d'économie d'énergie. On relance très fortement toutes ces questions-là et on trouve des points de rentabilité forcément quand l'énergie est élevée, le coût de l'énergie est élevé. Les points de rentabilité sont bien plus faciles à trouver pour des investissements qui autrement passaient de manière un petit peu secondaire dans nos procédés. Donc ça, c'était le premier point. Après, on parle beaucoup gaz de mine. Dans le territoire, il y a quand même un gros potentiel de biométhane, hein. Le biométhane est quand même, on a l'avantage d'être, d'avoir un territoire agricole quand même assez fortement développé, et donc on voit des méthaniseurs naître un peu partout. Il y en a absolument besoin, et là c'est plutôt les difficultés sont plutôt d'ordre d'acceptabilité sociale. Quand on lance un projet, les gens sont d'accord, mais pas près de chez eux. Et c'est pareil pour les éoliennes, et c'est pareil pour les panneaux solaires. Il y a quand même une notion de... Je ne sais pas si c'est de l'éducation, si c'est de la sensibilisation, ou si c'est qu'on ne pourra pas faire sans. Et donc, il faut l'accepter et sortir parfois des chemins de pensée tout tracés où on se dit c'est moche et ça pue. Je suis désolé, mais je le dis comme ça, mais pour beaucoup de personnes, c'est ça. Les technologies bougent, tout bouge, et on en a besoin, en fait. Donc l'acceptabilité sur les territoires est aussi importante. Alors bonjour, je n'ai pas tellement de questions, j'ai plutôt une intervention. Alors Pascal Oyer, je suis le directeur des formations techniques du lycée Carnot de Breuay. Et je suis l'animateur du comité local éco-entreprise du bassin Béthune-Breuay. Je vous entends tous parler, hein, c'est vrai, des problèmes des entreprises énergétiques et de l'avenir. Il y a aussi ce problème des ressources humaines qui est très prégnant. Nous, quelque part, Éducation nationale, nous sommes là pour essayer de vous aider à pourvoir en ces besoins. Il y a plusieurs problématiques chez nous. Pour que vous ayez des gens en sortie de chaîne, embaucher, il faut nous aider à nous déjà à les remplir bien en amont déjà, et promouvoir tous les métiers dont vous aurez besoin à l'avenir. Il faut les promouvoir dès maintenant parce qu'il y a un temps de formation, hein, quand un collégien qui a 15 ans va sortir et va être employable à 21, 22 ans. Voilà, c'est maintenant pour dans 6 ans. Et on a l'opération déjà ici avec plein de partenaires, hein, notamment Plastium sur le territoire, les entreprises, hein, Francis, qui s'appelle Cave Industrie. Mais on a aussi, pour répondre au plus près, les formations on va dire, professionnalisantes au niveau Bac+2 sur le territoire. Monsieur Fouan le disait, il y a des lenteurs administratives chez lui. On a aussi des lenteurs administratives chez nous. Dès qu'on veut ouvrir une formation, notre métier, mon métier à moi, c'est d'identifier un besoin de formation, un besoin de compétences chez l'entreprise. Et entre le moment où je l'identifie et le moment où je veux mettre en place la formation et au moment où la formation se met, il peut se passer un laps de temps certain, qui se compte en années. Il fait que le besoin est passé et que vous avez peut-être cherché ailleurs des compétences, vous n'avez pas trouvé les compétences. On est en train de développer sur le bassin des demandes de formation, demandes dans ces métiers de l'industrie. Et on a besoin de vous pour nous appuyer au niveau des décideurs académiques pour essayer d'accélérer les choses et ces ouvertures qui sont là. Donc, si vous avez pour tous les gens qui veulent apporter leur appui, je serai disponible après pour répondre à toutes leurs questions. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous avons maintenant en ligne Monsieur Yann Vincent, que nous remercions d'être parmi nous. Bonjour Monsieur Vincent, vous nous entendez ?
Bonjour, je vous entends très bien. Eh ben, écoutez, on va vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter votre projet. On vous écoute. Parfait. Mais écoutez, je vous remercie très chaleureusement. Malheureusement, je ne peux être avec vous parce que vous savez que le salon de l'auto a débuté hier. Et je veux vous dire que hier midi, j'étais convié à un déjeuner avec le président de la République qui m'a personnellement dit qu'il accordait une très grande importance à notre projet de Billy-Berclau-Douvrin et qu'il viendrait visiter le site comme il était venu poser la première pierre de notre usine pilote de Nersac. Alors, quelques mots sur ACC, qui a été créé en 2020, en août 2020, avec une ambition très claire qui est d'être un leader européen de conception, fabrication de cellules pour des batteries automobiles. Vous savez qu'aujourd'hui, toute cette production, ou quasiment toute cette production, est asiatique, chinoise en particulier. Et donc, il y a un enjeu majeur dans le cadre de cette transition énergétique, dans le cadre de la protection de la planète, d'acquérir notre indépendance par rapport à l'Asie et en particulier par rapport à la Chine, et deuxièmement, de contribuer à réindustrialiser l'Europe de manière générale, la France en particulier. Nous avons 3 actionnaires, qui sont 3 actionnaires à part égale, Saft Total, Stellantis et Mercedes, qui nous a rejoint il y a quelques mois de cela. Planche suivante, parce que je reviendrai sur la feuille de route que nous exécutons. Nous sommes extrêmement soutenus par les autorités publiques. Il faut que vous sachiez que ces projets de Gigafactory sont des projets extrêmement capitalistiques. Le premier bloc que nous sommes en train de construire à Billy-Berclau-Douvrin va coûter de l'ordre de 800 millions d'euros. Et nous prévoyons dans notre feuille de route d'en construire 9 identiques ou quasiment identiques. Donc vous comprenez aisément que c'est extrêmement consommateur d'argent et que prétendre rattraper les Chinois en particulier qui ont commencé dans la production de ces batteries électriques il y a 15 ans représente une gageure extraordinaire et nécessite finalement le soutien de tous, notamment financier, mais pas uniquement financier, quoi. Donc nous sommes extrêmement soutenus par les autorités françaises, à la fois nationales, à la fois régionales, et y compris le CISIAF, évidemment la région des Hauts-de-France, le tout pour un montant de 846 millions d'euros. Nous sommes soutenus aussi par l'État allemand et la région de Rheinland-Pfalz, Rhénanie-Palatinat, à hauteur de 467 millions d'euros. Notre feuille de route, planche d'après, elle a d'abord consisté à créer un centre de recherche et de développement, donc qui est à Bruges, dans la banlieue bordelaise, ce n'est pas en Flandre, où nous fabriquons, prototypons, testons toutes les cellules pour nos futurs clients. C'est aujourd'hui là que se situe la plus grande majorité de nos effectifs, puisque depuis août 2020, nous avons évidemment beaucoup recruté. Nous avons des laboratoires qui sont aujourd'hui au meilleur état de l'art à Bruges. La deuxième chose, planche d'après, que nous avons fait, c'est construire une usine pilote à Nersac. Alors j'en profite pour préciser que à la fois le centre de recherche de développement et l'usine pilote de Nersac ont été aidés par la région Aquitaine, dans le montant que je vous ai cité précédemment d'aide globale pour la France de 846 millions d'euros. L'Aquitaine a apporté 35 millions d'euros. La région des Hauts-de-France plus les collectivités territoriales ont apporté 121 millions d'euros. Cette usine pilote de Nersac, elle produit depuis le début de l'année. C'est un investissement significatif, plus de 130 millions d'euros.
Donc nous avons tout construit. Nous sommes partis d'un terrain vierge qui était propriété de Saft, que nous avons acheté à Saft, sur lequel nous avons construit 24 000 m², avec à l'intérieur un équipement qui est exactement le même que celui que l'on aura ultérieurement dans les Gigafactories. Simplement, là où dans les Gigafactories, on aura plusieurs machines, on n'en a qu'une seule à Nersac. Mais c'est exactement le même fournisseur. Et c'est important pour nous parce que, je l'ai dit tout à l'heure, cette industrie n'existe pas en Europe. Nous sommes en train de la créer. Et donc, nous apprenons grâce à Nersac le process, nous validons le process, nous réglons le process, de manière à ce que quand on va démarrer à Billy-Berclau-Douvrin, eh bien, on démarre dans les meilleures conditions. Donc, cette usine de Nersac, elle produit depuis le début de cette année. Nous livrons notre premier client, Stellantis, avec des cellules pour des véhicules prototypes. Ce n'est pas encore sur des véhicules commercialisés. Troisième étage de la fusée, celui que vous connaissez probablement le mieux, vous le voyez, je pense, de temps en temps, l'usine de la première Gigafactory, c'est ce que l'on appelle un bloc que nous construisons à Billy-Berclau-Douvrin. Nous en construirons 3, ce qui nous amènera à une capacité de production que l'on mesure en gigawatt-hour de 40 en 2030, un petit peu avant, lorsque l'on aura terminé. Donc le premier bloc est en cours de construction, c'est gigantesque. J'y étais encore la semaine dernière, 650 mètres de long, 100 mètres de large, il monte jusqu'à 35 mètres de hauteur. La construction a débuté début de cette année. Le bâtiment, la coque extérieure est terminée. Nous sommes en train d'aménager l'intérieur et à l'intérieur, il y a notamment beaucoup de choses à faire pour faire ce que l'on appelle une salle sèche dans laquelle il n'y a pas de poussière, pas d'humidité. Nous installons les utilités, nous sommes des très gros consommateurs d'électricité. Et puis, nous allons recevoir les premiers biens d'équipement à la fin de cette année. Nous les installons au cours des 3, 4, 5 premiers mois de l'année 2023 pour avoir un début de production milieu de l'année prochaine et livraison, et là pour montage sur des véhicules qui seront commercialisés à la fin 2023. Je tiens à vous dire que c'est un chantier qui s'est remarquablement passé jusqu'alors. La construction du bâtiment est faite par Eiffage, se passe extrêmement bien. Alors, vous avez des planches ensuite qui montrent un petit peu ce que c'était il y a 9 mois. Vous savez qu'on a récupéré des bâtiments de la Française de Mécanique qui avaient été vidés. Malheureusement, compte tenu de notre process, on ne peut en garder que très peu, donc on en a beaucoup démoli. Et donc, planche suivante, oui, c'est celle-là. Vous avez l'état de la construction de ce premier bloc. Les étages suivants de notre feuille de route industrielle, c'est une deuxième Gigafactory à Kaiserslautern, donc c'est la planche suivante. Kaiserslautern, qui est aussi un site actuellement de Stellantis. Nous avons décidé il y a 15 jours de leur acheter grosso modo la moitié du terrain, un petit peu le même schéma qu'à Billy-Berclau. Et donc, nous prévoyons de construire notre premier bloc pour un démarrage en 2025, à Kaiserslautern. Troisième étage de la fusée, à peu près concomitant, c'est la construction à Termoli. Donc Termoli qui est dans le sud de l'Italie, qui est aussi une usine de fabrication de moteurs, donc dans lequel nous construirons une usine pour démarrer là aussi en 2025. Vous voyez qu'avec le choix de ces 3 sites, finalement, nous accompagnons la transition énergétique. Ce sont 3 sites Stellantis qui fabriquent des moteurs thermiques. Ces moteurs thermiques sont appelés à baisser, donc l'activité est appelée à baisser. Si nous ne venions pas nous installer là, il y aurait eu un problème majeur. Donc nous contribuons, ce faisant, à apporter une solution à cette transition du thermique vers l'électrique. Planche suivante, nous avons évidemment un certain nombre d'enjeux environnementaux
pour notre projet qui sont très importants. Le premier point, c'est que nous ne consommons pas d'espace naturel ou agricole. Nous nous installons sur des terres industrielles. Nous ne détruisons pas de forêts, nous ne détruisons pas de zones agricoles. Je pense que ça, c'est un point important. Le deuxième sujet, c'est nous ne rejetterons évidemment pas d'eau industrielle qui soit liée au process dans les réseaux d'eau à l'extérieur du site. Nous allons évidemment les traiter. Le troisième point, c'est nous travaillons activement sur la consommation énergétique. Nous sommes un très, très gros consommateur d'énergie et il est évident que, ne serait-ce que avec les prix qu'avait l'énergie il y a quelques mois, nous avions une urgente nécessité à réduire les consommations, à tout faire pour qu'elles soient les plus faibles possibles, a fortiori avec les coûts de l'électricité actuelle. Les rejets atmosphériques, évidemment, seront contrôlés de la même manière que les solvants seront parfaitement gérés. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur quelques points qui sont, me semble-t-il, structurants pour la mutation industrielle des Hauts-de-France. Je l'ai dit, nous apportons une solution à un problème qui se serait posé avec la baisse de l'activité du moteur thermique. Nous pensons que ce projet s'inscrit dans la troisième révolution industrielle des Hauts-de-France. Nous pensons que cela ouvre sur la possibilité d'une filière de recyclage. Nous créerons beaucoup d'emplois. Les seules personnes venant de l'AFM ne suffiront pas et nous avons un besoin de ressources très qualifiées. Les procédés de fabrication que nous utilisons sont des procédés extrêmement sophistiqués pour lesquels nous avons besoin de très haut niveau de conducteurs d'installation, de très bon niveau de professionnels de maintenance. Et donc, tout ce qui contribuera à ce que ces gens-là puissent venir vers ACC sera bénéfique. Voilà ce qu'est notre projet. Je pense que c'est un projet qui, finalement, répond à 3 objectifs. Le premier, c'est la protection de la planète, parce qu'il contribue à cette transition énergétique, parce qu'il contribue à la mobilité propre. Le deuxième objectif de ce projet, c'est contribuer à la réindustrialisation de la France. Le troisième objectif de ce projet, c'est acquérir une souveraineté industrielle en Europe qui est absolument indispensable. Et nous sommes fiers d'être la première entreprise européenne qui produira des batteries automobiles pour le groupe Stellantis, puis ensuite Mercedes et d'autres clients, la première entreprise de ce type sur le sol français, une entreprise 100% européenne. Je vous remercie par avance pour votre support. Merci à vous pour votre niveau d'exigence. Nous sommes des industriels responsables et donc nous souhaitons nous intégrer parfaitement dans le paysage local. Merci beaucoup, Monsieur Vincent, d'avoir trouvé ce temps pour nous présenter avec concision, clarté et ambition un très très beau projet pour le territoire. Monsieur Gacker a dû malheureusement s'échapper parce qu'il avait une obligation, mais Monsieur Vissous, qui représente l'agglomération, souhaite vous dire quelques mots et nous clôturerons par ces mots notre conférence. Merci encore et je passe la parole à Monsieur Vissous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vincent, parce que voilà, je pense que votre exposé a passionné l'auditoire. Simplement vous dire, au nom de notre président, que nous sommes très fiers de vous avoir apporté une contribution locale très déterminée à un projet absolument passionnant, peut-être un des plus beaux projets industriels français, européens. C'est quelque chose de remarquable et on voit la qualité du travail, de l'engagement que vous avez suscité dans toutes vos équipes. Donc vraiment, merci à vous de nous avoir permis et donné l'opportunité de relever ce challenge. Et puis tout autour de nous, il y a plein de partenaires qui sont en train de bâtir un écosystème sur nos territoires de la Cabalère et tout autour dans les Hauts-de-France. Et on espère qu'elle sera à la hauteur des défis que vous relevez au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Vincent.
Merci à vous d'avoir été présents dans cette matinée. La Fabrique de la Cité a été très heureuse de pouvoir tenir cette conférence ici à la Fabrique. Merci.